Hey, bonjour tout le monde, ici Jean-François Tappe et on n'est pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour les athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui, t'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 39. Aujourd'hui, je suis en compagnie, je vais le dire, du célèbre Jean-François Tappe, directeur de course des événements Gaspésia. Je fais rire, hein? Le célèbre, mais je pense que dans la communauté de trail au Québec, n'importe qui connaît le Gaspésia, qui a fait partie de l'événement une année ou un autre, connaît Jean-François. Donc, tu es aussi le fondateur, copropriétaire de Camp de base Gaspésie, président de B2O Sport Aventure, un gars qui a 1000 projets. Et ce soir, ton projet, c'est de jaser, de prendre une bière avec moi. Comment ça va, Jean-François? Hey, ça va bien, toi aussi? Ben oui, merci d'être là. Ben, Colin, c'est un grand plaisir de pouvoir prendre une bière en plein milieu de semaine à jaser de trail puis de sport. All right. Qu'est-ce que tu bois, Jean-François? Eh bien, écoute, tu sais, là, ici, au camp de base Gaspésie, j'ai une grosse cave à bière. Hein. On en fait notre orgueil d'avoir la plus grosse sélection de bières de microbrasserie de la région. Évidemment, là, événement Gaspésien, on est associé à Pit Caribou depuis plus de 8 ans. Ça fait que c'est sûr que ce soir, je me suis fait un combo, en fait, parce que je m'attends qu'on va jaser pas mal. Fait que j'ai une petite pesac de Pit Caribou, donc c'est une bière blanche belge, une bière de financement pour le Mont Pesac, qui est un domaine de ski hors piste. Puis, ben, je décide d'ouvrir la veillée avec une Simcoe Citra de Oval. Oh. Donc, Oval, qui est une microbrasserie qui a été fondée par l'un des cofondateurs de Pit Caribou, justement. Donc, Benoît, qui propose des nectars assez incroyables. Donc, c'est une Simcoe Citra ce soir que je me farcis en ta compagnie. Yes, très cool. Moi, je me rappelle quand la première fois que j'étais allé au Gaspésien en 2000, la seule fois que j'étais allé pour le Gaspésien en 2019, je me rappelle, il y avait 3 choses que les gens jasaient dans le village à Percé. Qui va gagner la course? Bon, la réponse était Thomas Duhamel, bien sûr. Après ça, il va-tu faire peau pendant la course? Puis troisièmement, y a-tu de la ovale quelque part d'un dépanneur? Parce que tout le monde arrivait de partout au Québec et même des maritimes avec la question, y a-tu de la ovale? Donc, nous, on n'en avait pas trouvé, mais cool, c'est le fun que tu en aies une. Fait que moi, de mon côté, ben, toujours avec ma gang de l'Emporium Microbrasserie à Québec, j'ai une Grande Cremosa, une Sweet Stout. Donc, ben, je remercie Stéphanie, toute la belle gang de l'Emporium qui me fournit en bière pour les entrevues depuis quelques semaines. Et j'ai tellement hâte de devoir leur demander le double de mon stock de bière pour pouvoir en offrir une à mon invité parce qu'on va être autour d'un micro dans une même pièce. Oh, c'est pas le cas pour aujourd'hui. On est à plus de 700 km, mais cheers à toi, Jean-François. Merci d'être là. Santé! All right, donc rentrons dans le vif du sujet. Je voulais qu'on parle un peu de ton parcours parce qu'on connaît Jean-François, le directeur de course, événement Gaspésia, tous les projets que tu as. Mais parle-moi de ton parcours sportif. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'événementiel puis faire du plein air comme ça? Oui, ben écoute, l'événementiel, là, ça remonte quand même à loin. Mon père est un organisateur en loisirs. Mon père est technicien en loisirs, gérait des arénas, des terrains sportifs. Donc, très, très tôt, là, j'ai été mis en contact avec l'organisation d'activités sportives culturelles. En 92, à Gaspé, il y a eu les Jeux du Québec. Donc, qui nous a fait découvrir non seulement un paquet de sports, mais qui nous a fait découvrir aussi l'organisation d'événements substantiels. En 92, là, j'avais 12 ans. Donc, ça a été vraiment mon premier contact avec l'événementiel. Puis je me souviens qu'après ça, ben, j'organisais plein de petits événements, des petites courses de vélo de montagne dans ma cour. On louait l'aréna pour organiser des tournois de soccer, des tournois de hockey-ball. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé.
Puis moi, ben, je me suis retrouvé à étudier en récréologie à Trois-Rivières. Puis bon, ben là-bas, j'ai découvert l'organisation d'événements culturels. Je trouvais ça bien le fun, mais j'avais découvert aussi que c'était pas vraiment une vie là, d'envisager une carrière dans l'événementiel parce que c'est quand même très, très exigeant. Mais bon, tout finit par nous rattraper à un moment donné. Puis, c'est quoi? C'est en 2012 que la genèse des événements Gaspésia débute avec une simple course régionale de vélo de montagne. Donc, moi, là, je courais déjà sur le circuit régional de vélo de montagne depuis 2 ans. Puis là, mes chums de Rimouski me disaient « Hey, Jeff, ça serait cool que tu organises une course à Gaspé. » Mais tu sais, à Gaspé, il y avait juste moi de coureur. Il n'y avait aucun sentier. Puis bon, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais j'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas. Alors, j'ai mis une course au calendrier. On a aménagé, on a investi 250 000 cet été-là pour aménager la base du domaine de sentier de vélo de montagne à Mont-Béchervaise. Puis, on a livré le premier événement qui s'appelait à l'époque le Boîte et Bitume. Donc, dans lequel il y avait une course régionale de vélo de montagne. Puis, il y avait le Grand Fondo-Forillon qui a duré là, pendant 8 éditions, puis qui devait revenir d'ailleurs l'été passé. Mais bon, la pandémie nous a ramenés ailleurs. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai été amené à l'événementiel. Côté sportif, j'ai été initié quand même très, très tôt là, par mes parents, surtout par mon père qui était un sportif. Donc, la plupart des activités de plein air, là, c'est lui qui m'a initié. Le ski de fond puis le vélo de montagne qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. À l'adolescence, j'ai vibré beaucoup pour le hockey sur glace. Donc, je jouais au hockey, j'étais gardien de but. Comme tous les petits Québécois, je souhaitais atteindre la Ligue nationale, mais bien évident, là, on se rend compte assez rapidement des fois qu'il nous manque un peu d'outils. Donc, le maximum que j'ai atteint, c'est le niveau semi-pro C dans la région ici. Il y avait une Ligue senior, puis j'ai joué là-dedans juste avant de partir pour l'université. Puis, les sports de plein air, eux, ont commencé à prendre plus de place à l'âge adulte. Donc, c'est quoi mes emplois d'été, là? À 18-19 ans, je travaillais dans une base de plein air. Puis là, le kayak, la randonnée pédestre dans le parc de Gaspésie, le canot, le vélo de montagne encore a commencé à prendre plus de place. Puis quand je suis sorti de l'université avec, célibataire, avec un gros salaire de fonctionnaire régional, là, je me suis rééquipé tranquillement. Puis c'est un peu comme ça que je suis revenu au monde du plein air pour en faire maintenant une carrière aujourd'hui là, comme organisateur d'événements, puis comme guide, puis gestionnaire dans le secteur touristique dans un paquet de disciplines en plein air. Cool. Tu es un gars très multisport. Tu sais, je suis allé voir un peu ce que tu avais fait, parce que je te connais comme directeur de course. Moi, je t'ai vu à Arikana sur l'UTHC 65 2019. Mais je suis allé voir, puis tu es vraiment multisport, du hockey jusqu'au vélo de montagne, ce qu'ils te font. Est-ce que tu as besoin de cette diversité de sports-là pour t'accomplir? As-tu déjà été très intense dans un seul sport ou tu as toujours été un peu multisport comme ça, à pitcher partout? Je te dirais que je suis intense dans tous les sports. En fait, tu sais, souvent, là, les gens essaient plein de sports pour trouver leur niche puis se spécialiser. Moi, je me suis toujours valorisé justement dans la polyvalence. Donc, moi, évidemment, là, on me voit très rarement sur des podiums, là, parfois en vélo de montagne, sur des courses régionales. Mais sinon, moi, je suis le gars qui termine les épreuves. Je suis le gars qui est capable de compétitionner avec les meilleurs, avec l'élite, mais qui, évidemment, n'en fera jamais partie. Donc, c'est un peu ma façon d'être. Je trouve ça important aussi comme organisateur d'activités sportives de participer aux événements des autres. Alors, c'est ce qui m'a amené ici dans la région à commencer le triathlon pour encourager la gang qui organise le triathlon à Gaspé. Je me suis même inscrit au Red Bull Ice Cross à Percé où je me suis rendu compte que c'est quelque chose en faire du Ice Cross. Mais je pense que, moi, je sais que j'étais à Québec, fait que j'ai vu les Red Bull Crash Test année après année. Puis moi, j'ai joué au hockey aussi jeune, puis j'étais pas un bon joueur de hockey, mais j'étais un bon patineur. Je pense que c'était mon seul, il faut plein d'aptitudes pour percer dans le hockey. J'avais le coup de patin, j'avais la vitesse, j'avais rien d'autre. Mais, en étant un pas pire patineur, tu regardes ça, tu te dis, ça doit être cool, tu sais. Mais il paraît, j'ai jamais eu la chance de monter dans l'arène, mais il paraît que c'est complètement différent. Tu as bien beau savoir patiner sur le flat dans un aréna, là, c'est un autre game complètement. Là.
Ben, sais-tu quoi? La première année, là, c'était une piste pour patineurs, justement. Il y avait peu de dénivelé. Puis moi, ben, comme gardien de but, on s'entend que j'ai pas un coup de patin de gars qui a fait du power skating à tous ces étés, là. Alors, j'étais parvenu tout juste à me qualifier pour les rondes de course à 4. Puis, la deuxième année, ben, j'avais dit, ben non, je le ferai plus, là. Tu sais, je suis pas de calibre pour ça. Mais là, ils ont installé une vraie rampe, comme au Red Bull Ice Cross. En fait, ils ont acheté la rampe du Red Bull Crash Ice de Québec, puis ils ont monté ça à Percé. Puis, 3-4 jours avant l'événement, tu sais, je suis allé avec mon fils, on est monté en haut de la patente, puis là, il me dit « Hey, papa, tu fais-tu la course cette année? » Je dis « Ah, non, elle est pas mal terrifiante, hein, la piste cette année. » Il dit « Ouais, mais je pense que ça te tente de la faire. » Je dis « Oui, t'as raison. » Puis après ça, je me suis dit « Ben ouais, je vais m'inscrire parce que là, c'est une vraie piste de downhill. J'ai même pas besoin d'être rapide en patin. Il faut que je sois capable de descendre puis de faire les obstacles. » Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir parce que il y avait vraiment, c'était une année où il y avait plein d'athlètes internationaux, dont le triple champion du monde, Cameron Naz. Puis, tu sais, je me souviens encore de la ronde de qualification que j'ai fait avec lui. Tu sais, moi, je suis décollé, j'étais en avant de lui, puis là, je me dis, voyons donc, je suis en avant de Cameron Naz. J'ai même pas eu le temps, là, de crier ciseaux qu'il sautait par-dessus moi sur la rampe, puis pouf, il se retrouve en avant. Puis... Mais bref, c'était une expérience extraordinaire. Fait que c'est ça, moi, j'aime ça participer à un paquet d'événements dans plein de sports. J'ai la chance d'avoir un certain talent multisport, une bonne base d'endurance aussi. Alors, tu sais, mon tabac, là, c'est d'aller à Québec pendant le Vélérium puis de faire et l'enduro le vendredi soir et le raid Vélomag de 120 le lendemain, puis les courses familiales du dimanche avec mon petit bonhomme. Donc, c'est vraiment ce que j'aime. Puis, qui sait, dans la deuxième fin de semaine de vacances, me péter un demi-marathon ou une course de trail quelque part dans les cantons de l'Est. Donc, c'est un peu comme ça que je construis ma vie d'athlète amateur. Non, c'est cool. C'est de la belle diversité. Puis je suppose que quand tu es un organisateur d'événements aussi, tu dois avoir un œil pour ce qui se passe aussi ailleurs quand tu vas faire d'autres événements, peu importe le sport. Je suppose qu'il y a une part du cerveau qui est comme sur le fait de triper puis faire ton sport, puis l'autre part qui analyse un peu autour, voir comment ça se fait, puis le cerveau ne doit jamais arrêter. Là. Ah non, c'est clair. C'est un scan continuel, puis on s'entend que, tu sais, nous ici en Gaspésie, là, événement Gaspésie, on est une petite organisation, là, tu sais. Je me plais à dire qu'on fait du broche à foin de luxe. Alors, c'est sûr que toutes les organisations dans lesquelles je vais participer à des événements, c'est sûr que je scanne, puis je reviens avec plein d'idées, tu sais. Quand je suis revenu d'Aricana, là, sur mon téléphone, dans les notes, j'avais plein de notes que j'avais écrites. Même chose quand je reviens du Vélérium, puis différents autres événements aux États-Unis que j'ai la chance de faire. Quoique, bon, ben là, récemment, on n'en a pas fait là, hors Québec. Ça s'en vient. Ben, c'est le fun parce que ton côté multisport, toi comme athlète, amateur, comme tu le dis, mais toi comme athlète, tu l'as aussi dans l'événement Gaspésia. Parle-moi un peu des débuts d'événement Gaspésia. Puis aujourd'hui, tu arrives sur le site, tu vois que moi, la première fois que je t'allais m'inscrire à une course, je fais OK, ils font pas juste de la trail comme c'est commun d'habitude, comme tu parlais d'Aricana, QMT et tout, c'est trail running, that's it. Là, vous autres, il y a du vélo de montagne, il y a de la course sur route. Mais parle-moi des débuts, comment tu as fondé Gaspésia jusqu'à aujourd'hui. Oui, ben en fait, les débuts, là, comme je disais tantôt, ça décolle avec une course régionale de vélo de montagne. Donc, on a commencé avec ça. Puis, l'idée au départ, c'était d'organiser une course de vélo de montagne, mais à 3 semaines de l'événement, non, 1 mois de l'événement, on s'est mis à réfléchir, là, notre petit conseil d'administration à l'époque, c'était pas événement Gaspésia, c'était un club de vélo que j'avais fondé qui s'appelait le Club Vélocipègue de Gaspé. On réfléchissait, là, la gang de boys, puis on se disait, Calvaire, comment qu'on va convaincre les gars et les filles de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de faire 4-5 heures de route pour venir faire une course à Gaspé, alors que sont jamais venus ici faire du vélo, puis il y a juste un gars de Gaspé qui participe à leur course. Alors, c'est là qu'on a décidé d'ajouter le Grand Fondo Forillon à 1 mois d'avis, puis de créer le Boîtier Bitume, qui est en fait l'ancêtre des événements multi-vélo comme le Crossroad Mont-Tremblant. Tu sais, le Boîtier Bitume, c'était la pire bonne idée pour Gaspé parce que c'était une super bonne idée là, de regrouper toutes les sortes de vélos dans un même événement. Mais le problème, c'est qu'à Gaspé, on n'a pas de volume, comme à Tremblant, Bromont, Mont-Saint-Anne. Alors, évidemment, si toi, tu venais faire la course, puis tu décidais de faire le vélo de montagne puis le vélo de route,
ben, généralement, sur le toit de ton auto, il n'y avait pas de place pour emmener quelqu'un avec toi, là. Parce que c'est rare qu'on a 4-5 racks à vélo sur notre toit. Alors, ça s'est avéré à demeurer un événement régional, mais pour le Grand Fond d'eau, la première année, avec 1 mois d'organisation, on a quand même accueilli des cyclistes d'Ottawa et de la Nouvelle-Écosse. Fait que là, on s'est dit, tabarouette, il y a peut-être un potentiel, parce que ça reste que le Parc national Forillon, c'est des routes assez hautes, merci. Notre parcours là, de 160 km de vélo de route s'avérait être le 160 km avec le plus haut dénivelé positif de tous les grands fonds d'eau du Canada. Devant Banff, ainsi de suite, devant Grand Fond d'eau Whistler. C'était capoté. Alors, on a commencé à mettre un petit peu d'argent de promotion, des partenariats avec Vélomag, avec Cyclopresse, avec le Canadian Cycling Magazine. Là, on s'est mis à attirer des gens d'un peu partout. On a même eu, à un moment donné, on a même fait un top 10 du Canadian Cycling à un moment donné, parmi les événements bucket list à réaliser. Puis ben c'est ça, c'est là qu'on a commencé à jouer avec les événements nationaux, si on veut, puis à se dire que c'est possible de faire des événements nationaux. Mais moi, là, je faisais un événement de vélo de route avec un événement régional de vélo de montagne, mais moi, j'étais un gars de vélo de montagne. Ça fait que mon rêve, c'était de faire un raid. Puis ici, en Gaspésie, quand j'étais plus jeune, il y avait eu le raid Transgaspésien, qui est un raid qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, fin des années 90, début 2000. Puis moi, dans ce temps-là, je faisais pas de course. Pour moi, c'était mythique. C'était l'événement inatteignable. Là, il y a plein de gens qui me disaient ça serait cool de ramener le Transgaspésien. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer le Gaspésia 100, vélo de montagne. Puis, on s'est aperçu à un moment donné, moi, je m'inspire beaucoup de ce qui s'est fait à Leadville. Mm-hmm. Donc, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de course de 100 000 de vélo de montagne au Canada. Fait que je me suis dit, tiens, en m'inspirant de Leadville, on va créer le Gaspésia 100. Donc, on a commencé comme ça avec le vélo de montagne dans les courses de plus grande envergure qui attiraient des athlètes de partout au Canada. Puis cette même année-là que le Gaspésia 100 vélo de montagne, moi, j'avais été engagé par l'Andean Expedition Racing qui organisait le défunt Ultra Trail du Mont-Albert. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai été le directeur aux opérations pendant 5 semaines de cette organisation-là avant de claquer la porte parce que ça avait pas d'allure, tu sais, de la façon que ça se déroulait là-dedans. Mais j'ai eu le temps de travailler sur le premier Ultra Trail du Mont-Albert. Pas mal d'y laisser ma peau aussi parce que, tu sais, ça a été une expérience assez douloureuse, là, la première édition. Ah ouais. Puis je suis quand même chanceux de m'en être sorti vivant et indemne de réputation. Mais tout ça pour dire que quand j'ai claqué la porte là-bas, puis qu'on a réalisé l'exploration pour le Gaspésia 100 vélo de montagne, j'ai découvert plein de sections ici à percer que je me disais, wow, c'est extraordinaire, mais je peux pas envoyer des bicycles de montagne là-dedans parce que ma vie est finie. Alors, c'est là que j'ai commencé à germer l'idée de me lancer dans le trail running. Puis bon, c'est ça, j'avais vécu l'Ultra Trail du Mont-Albert. J'avais découvert, moi, le trail running en France dans un voyage de bikepacking à Pralognan. Pas de bikepacking, de backpacking à Pralognan. Puis j'étais arrivé là-bas, dans le parc de la Vanoise, puis mon chum québécois qui m'accueillait me disait « Hey Jeff, on va faire une randonnée. » En fin de semaine, il y avait une course de trail running ici. Fait que là, on est parti avec nos sacs à dos dans la montagne. Puis là, je me disais, hey, c'est complètement débile, il y a du monde qui court là-dedans, tu sais. Dans le parc de la Vanoise, c'était des gros cailloux, là, quasiment comme la Serpentine au Mont-Albert. Je me disais, hey, il y a du monde qui court là-dedans. Mais j'avais trouvé ça inspirant quand même. Mais quand je suis revenu ici, là, en 2006, là, il n'y avait pas vraiment de course. En tout cas, il y en avait quelques-unes, là. Jean commençait dans ce temps-là, dans le coin de Québec. Il y avait peut-être l'Ultimate XC à Saint-Donat qui existait, mais c'était pas bien connu, là, à part le monde qui les faisait, dans le fond. Alors, c'était resté là, mais c'est à cette époque-là, après le Gaspésia 100, après l'Ultra Trail du Mont-Albert, première édition, qu'on s'est dit, on va faire une course de trail running à Percé, en marge du Gaspésia 100. Puis la première année qu'on a fait l'Ultra Trail Gaspésia 100, on avait eu l'excellente idée de mettre back-to-back le marathon, la deuxième fin de semaine d'avril,
le Gaspésia 100 vélo de montagne, la 3e fin de semaine d'avril, puis l'Ultra Trail, la première fin de semaine de septembre. Fait que 3 fins de semaine, on avait les 3 événements. On a vidé les caissons de l'équipe, mais on a eu quand même une belle édition. Mais je te dirais que sans la confiance de quelques athlètes qui avaient participé à l'Ultra Trail du Mont-Albert, qui sont devenus des ambassadeurs de la première édition du Gaspésia 100, ben probablement que j'aurais jamais eu de carrière, entre parenthèses, là, comme organisateur de courses de trail. Puis, ben, la première édition là, de l'Ultra Trail Gaspésia 100, ça a été une catastrophe. Là. Le balisage était atroce parce qu'on avait balisé, c'était un parcours similaire pour le trail running et le vélo de montagne. Mais moi, je balisais avec un esprit vélo de montagne. Donc de la signalisation un peu plus haute pour qu'on voit au loin 10, 15, 20 pieds devant nous. Donc, pour le trail running, la nuit, là, ça marchait pas. Là. Je pense que Florent Bouguin puis Nat Couture du Nouveau-Brunswick, qui était la tête de course, je pense qu'il m'appelait aux 15 minutes là, pendant la nuit pour être sûr qu'il était toujours sur la même track. Mais, puis il est arrivé un paquet d'affaires, là, des parcours sabotés, signalisation insuffisante. Ça fait que, tu sais, l'Ultra Trail, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, là, on a vraiment été mauvais là, la première année. On aurait pu y rester après celle-là. T'avais-tu un 100 miles dès la première année? Ouais, j'avais un 100 miles. T'as commencé ça? Ah oui! Il faut savoir que la première édition, là, j'avais 65 participants. Puis je pense que j'en avais 40 qui avaient des dossards de courtoisie, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'était vraiment une petite édition, mais j'avais des coureurs super inspirants qui étaient sur place, qui m'ont beaucoup aidé, puis qui m'ont fait des bons commentaires constructifs aussi pour améliorer l'événement. Puis le Gaspésia 100, comme on le connaît aujourd'hui, le parcours en forme de C, aller-retour aller, ben c'est un peu à cause de Nathaniel Couture, qui est le premier co-vainqueur du 100 000 avec Florent, qui m'a dit, tu sais, Jeff, là, il dit, un 100 000, là, c'est pas obligé d'être 100 000, 160 km différents, tu sais. Il dit, ici, en Gaspésie, là, le 160 km que tu viens de nous proposer, là, ben, il n'y avait pas 160 km qui étaient beaux. Mais il dit, si tu en retiens 60 km là-dedans, là, ben, tu as le plus beau 100 000 qu'on peut produire. Ben, je fais comme, ah ouais! Puis là, ben, on s'est mis à réfléchir au concept d'aller-retour-aller. Parce que moi, je suis pas un super fan quand je fais des courses, des courses aller-retour ou des courses en boucle. Mais on s'est rendu compte que l'aller-retour à Percé, en fait, l'aller-retour en plein bois, mettons, dans Port-Neuf, c'est plate parce que tu es en plein bois. Tu sais, des épinettes, c'est des épinettes. Ou si Aricana faisait un aller-retour, tu sais, ça serait pas super intéressant. Mais un aller-retour à Percé, ben, tu vois à ton retour ce qu'il y avait dans ton dos quand tu es venu la première fois. Alors, et pour le coureur, et pour le photographe qui attend les coureurs sur les parcours, ça lui donne plein de possibilités. Alors, tu as un côté logistique aussi, je suppose, à ça. Tu sais, je veux dire, quand tu vois des Québec Mégatrail, ça a pris quasiment 10 éditions avant qu'ils décident de faire un 100 miles parce que eux, ils l'ont fait linéaire. Fait que tu sais, je veux dire, tu as 160 km de tracé à couvrir avec des ravitaux et tout ça. Là, comme tu dis, c'est un aller-retour-aller. Tu sais, je veux dire, ça te permet d'organiser, puis c'est même que tu l'as construit aussi, ton 55, ton 100 kg, puis ton 160 empruntent le même parcours. Tu n'as pas 160 km de ravito à te placer, tu l'as sur une soixantaine. Ouais. Puis, comme la course dure tellement longtemps, ben, j'ai l'impression que tes coureurs qui font l'aller-retour-aller commencent leur retour encore 2 jours, puis quand ils reviennent sur leur pas pour refaire ce qu'ils ont fait 24 heures plus tôt, ben là, ils sont à contresens, ben sont en pleine nuit. Fait que c'est un trip complètement différent, anyway. Oui, puis je pense que aussi, tu sais, c'est une formule qui est très, très adaptée au format de notre événement aussi, parce que, bon, ben Gaspésia 100, c'est pour 100 dossards par course aussi. Ça fait que, tu sais, c'est sûr qu'à 100 dossards par course, ça fait pas beaucoup de monde sur 60 km de sentier. Donc, ça permet de croiser les coureurs des autres courses. Pour nous, ben logistiquement, c'est pas tant pour être paresseux qu'on le fait, mais ça correspond aussi à nos capacités. Tu sais, parce qu'on s'entend, là, trouver 100 bénévoles au début de la saison touristique à Percé, c'est l'ouvrage en tabarnouche. Donc, s'il fallait en trouver 200 parce qu'on est linéaire, on y parviendra pas, tu sais, puis on n'aurait pas les ressources non plus en équipement et tout le tralala pour faire un 100 000 linéaire.
Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas un jour, mais pour l'instant, c'est un format qui est très, très adapté à notre réalité de petite organisation, avec les moyens qu'on a présentement, puis avec le genre d'expérience qu'on veut offrir aux gens. Puis jusqu'à maintenant, on n'a que des bons commentaires là, sur cette formule-là. Alors, tu sais, je touche du bois pour la suite, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'est pas tenté de changer la formule. Puis on établit les standards aussi, des standards de temps. Là, c'est quoi? On en est à la 5e année sur ces parcours-là. Tu sais, ça m'a mentionné tantôt, Thomas Duhamel a remporté 3 fois d'affilée avec des temps complètement différents, le 100 000. Les conditions changent complètement d'une année à l'autre. C'est difficile quand même d'avoir des standards. Puis, tu sais, notre taux de finissant du 100 000, c'est quand même un taux modeste de 33 % là. Donc, c'est un homme ou femme sur 3 qui se présente à la ligne de départ qui va le compléter. Donc, c'est un taux qui est quand même assez corrosif. Oui, moi, je me rappelle la première fois que j'étais allé à Percé, moi, j'étais là pour faire le crew. J'avais fait la petite course sur la plage, mais je me rappelle que ce qui se parlait, les gens, puis tout, c'est que justement, en 2017, Thomas Duhamel était le gagnant et le seul finisher. L'année suivante, tu avais quoi, je pense, 16 finishers. Tu sais, c'est des très bas taux. Puis je me rappelle que quelqu'un avait dit, ah ouais, mais le Gaspésie, c'est comme notre Barclay au Québec. Puis je ne sais pas si on va jusqu'à tracer le parallèle entre Laz et toi. Je pense que c'est complètement différent comme objectif, mais je trouvais ça drôle parce que justement, le parcours est connu comme étant brutal. Puis avoir la quantité de bouettes d'en face, d'un genou, dans le dos des gens qui arrivent au ravito, ça a l'air assez spécial parce que tu regardes le dénivelé positif pour un 160 km. C'est combien pour ton 160, le dénivelé positif? À peine 4000. Tu sais, c'est pas énorme pour un 160, on s'entend. Non, vraiment pas. Mais tu regardes les temps de finish, tu regardes un gars comme Thomas Duhamel qui a couru un peu partout dans le monde, qui a fait des 100 miles, qui est un gars qui a des podiums Arcana, c'est un excellent coureur. Il n'y a pas un temps en bas de 20 heures. Regarde les autres 100 000 sur la planète qui ont 4000 de D+, ça se gagne en 15, 16, 17 heures. Un gars comme Thomas, tu peux compétitionner avec ces chronos-là. Là, on parle du 22, j'ai vu du 26 heures certaines années. C'est un parcours extrêmement challengeant. Oui. Tu sais, les coureurs un peu plus lents qui complètent des 100 000 un peu partout au Québec, au Canada, dans le monde, critiquent beaucoup nos barrières horaires. Parce que pour compléter le 100 000, c'est 30 heures qu'on offre. Donc, ça implique de faire chaque tiers du parcours en environ une dizaine d'heures. Tu sais. Donc, c'est évidemment pas tant que ça si on compare à d'autres événements. Par contre, c'est pas tant moi qui a décidé ça. Tu sais, c'est vraiment la communauté qui a décidé de mettre ces barrières horaires-là parce que quand on a commencé à faire la promotion, là, moi, je me souvenais, tu sais, je regardais sur les blogs, sur les pages Facebook, les gens disaient « Bah, c'est un 100 000 facile, il n'y a même pas 4000 mètres de dénivelé positif, c'est facile, ça va être plate, il n'y a pas de D+. » Je disais « Bon, si c'est ça, si c'est parti pour être trop facile, on va mettre une barrière horaire un peu plus courte. Donc, au lieu d'être 34, 36 heures, on va la mettre à 30. Mais c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un si bas taux. Puis là, maintenant, même si à chaque année, il y a des coureurs qui nous disent « Ah moi, je ne retournerai plus jamais parce que je ne suis pas capable de rentrer dans la barrière horaire. » On dit « c'est ça. » Je trouve que par respect pour Thomas Duhamel, justement, pour tous les coureurs, pour les premières femmes qui l'ont terminé en dedans de 30 heures, ce serait irrespectueux de ma part que d'augmenter la barrière horaire dans l'avenir. Alors, c'est ça. Mon 100 000 à moi, c'est un 100 000 qui n'a pas beaucoup de D+, mais c'est un parcours qui donne aucun répit. On a le couteau dans les dents tout le long, les genoux dans les oreilles tout le long. C'est un parcours avec des surfaces extrêmement variées. C'est une météo maritime du mois de juin qui est ultra changeante. Donc, c'est ça le défi. C'est ça le défi qu'on propose. Évidemment, c'est malheureusement pas pour tous les coureurs qui ont l'habitude de compléter des 100 000. Sans vouloir me comparer à la Barclay, le Barclay, c'est pas pour tous les coureurs qui sont habitués de compléter des 100 000 non plus, tu sais. Alors, puis l'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est la même chose. C'est pour ça que ça prend des points pour se qualifier là-bas. Alors, évidemment, là, j'ai pas la prétention de me comparer à ces grands événements-là, mais c'est ça, tu sais, il y a des trucs qui se méritent, puis ici, c'est ça, il faut passer au travers du parcours en 30 heures.
Ouais, moi, j'aime ça. Tu sais, c'est what you see is what you get. C'est comme ça que ça va marcher. Puis, je pense que ça fait partie du challenge. Puis, tu dis, tu as des gens qui disent, moi, je ne reviendrai plus jamais, blablabla. Moi, je me rappelle avoir parlé avec un gars Ravito. Je ne suis pas sûr qu'il se rappelle que j'y ai parlé parce qu'il n'était pas tout là. Puis, c'était juste sa deuxième boucle. Mais je me rappelle qu'il disait que c'était sa troisième tentative. Les 2 premières années, c'est à cause du cut-off qu'il n'avait pas réussi, mais lui, il revenait puis il allait réussir. Puis il avait réussi comme de fait, ce gars-là. Je me rappelle l'avoir vu le lendemain à la cérémonie des podiums. Mais c'est ça, c'est que tu as un défi qui est là, qui n'est plus seulement la distance, c'est le défi plus le temps dans lequel tu rentres. Puis moi, en tant que bon mid-packer qui vise un Bromont Ultra, si tout va bien, puis là, je me commets comme ça sur le micro, puis on verra dans 3 mois si je réussis. Mais je vise un autour de 30 heures. Je pense que c'est mon chrono. Si je regarde des coureurs, des coureuses de mon calibre, je me dis à 30 heures, je vais baser ma stratégie de course sur cette durée-là. Et là, je me dis, OK, moi, dans mon prochain 100 miles sur ma liste, c'est le Gaspésia 100 miles. OK, là, j'ai pas de marge de manœuvre. Parce que si à Bromont, j'ai une journée de merde, mettons que ça va pas, pour X raison, je peux marcher un peu plus certaines portions, je finirai en 33 heures, puis ça me donnera une raison de revenir pour rebattre mon temps. Mais je peux. Là, si je décide de venir faire le Gaspésia, qui est mon deuxième dans ma liste que je veux faire au Québec après le Bromont cette année, OK, mais je vais attacher ta tuque parce que le temps qu'elle se rende à percer, je ne vais pas aller là pour DNF. Fait que je vais m'entraîner et je vais donner un petit coup de plus parce qu'il ne faut pas que je fasse ma stratégie de course sur 30 heures. Je vais me passer sur 26-27 pour me laisser une marge de manœuvre. Mais je pense que ça fait partie du charme de l'événement. Oui, puis tu sais, tu parlais tantôt là, de ma participation à Arikana. Tu sais, je comparais mon temps que j'ai fait à Arikana il y a 2 ans sur le 65 qui était exécrable là, parce que j'ai levé le pied à la fin pour pas scraper ma semaine de vacances en vélo de montagne après. Fait que, tu sais, je l'ai fini en me dandinant puis en jasant avec tout le monde, mais je comparais mon pace que j'ai tenu là-bas sur le parcours ici, puis je me disais, tu sais, mon 54 ici, là, je l'aurais rentré sur la peau des fesses, tu sais, à la vitesse que j'ai faite à Arikana. Puis à Arikana, il y a du monde qui ont fini en arrière de moi en masse, là. Même si moi, j'étais, je sais pas, 275e, tu sais. Alors, mais c'est ça. Ça fait que c'est le défi qu'on a choisi de proposer. Je pense que l'attitude à avoir, c'est justement de se battre puis de se dire, il m'aura pas 2 fois ce parcours-là, tu sais. C'est ce que la plupart des athlètes font, tu sais. Anne Bouchard, qui est probablement une des coureuses parmi les plus inspirantes au Québec. La première année, Anne, tu sais, elle m'a dit, Jeff, moi, là, j'ai pratiquement su, juste sur la section de plage qui dure 3 km, que la course ne se passerait pas pantoute comme je l'avais prévu. Puis déjà là, la course a commencé à lui jouer dans la tête parce que Anne, c'est une coureuse de parcours roulant. Mm-hmm. Bon, ben la plage n'est pas particulièrement roulante quand tu fais 3 km dans de la litière de chat. Donc, donc c'est ça, la course a commencé à y jouer dans la tête. Puis je pense qu'Anne, elle avait lancé la serviette après 57 km, là, juste après le début de la 2e section. Puis je sais que ça l'avait affecté beaucoup. Puis elle m'a écrit pendant l'hiver, puis elle m'a dit, là, Jeff, là, je retourne faire ta course, puis là, ben, là, je vais l'avoir cette fois-ci, tu sais. Puis là, on a eu un super beau pack de femmes inspirantes qui ont complété le 100 000 cette année-là. Il était quoi? Il était 3. Ils formaient un podium. Alors ça, c'était un super beau moment là, qu'on a vécu avec ces filles-là. C'était livré une belle bataille aussi. J'ai oublié le nom de la gagnante en 2019. Merci Hogan des Maritimes. Exact. Puis, tu sais, moi, je faisais le crew pour un ami qui était dans ce pack-là, tu sais, qui s'est tenu avec Thomas un bon bout, puis que sa deuxième boucle, il était dans les mêmes temps que ces filles-là. Puis c'était le fun au ravito parce que j'étais avec mon ami Pierre-Paul, puis on attendait justement que notre coureur arrive, puis on voyait cette bataille-là entre les filles. Puis c'était toujours, est-ce que c'est Anne qui va arriver en premier? Est-ce que c'est l'autre? Mais c'était une belle bataille de femmes que tu avais là. Puis finalement, Anne avait fini 2e. Tu avais Hélène Dumais qui avait fini 3e. Puis, elle est 3e, ouais. Puis Kelsey, là, Kelsey, elle avait gagné notre 100 km l'année précédente, je pense, à 23 ans. Tu sais, une toute petite fille, toute menue, qui arrive avec un camelback de vélo de montagne sur le dos, des chaussures, en tout cas, la première année, qui n'étaient pas tant des chaussures de trail, attitude incroyable tout le long du parcours, gros sourire tout le long. Elle avait surpris tout le monde en remportant notre 100 km. Puis, elle nous a surpris en s'inscrivant au 100 000 l'année suivante, puis en le complétant de la même façon qu'elle avait complété le 100 km l'année précédente. C'est une athlète extraordinaire. Puis
ben, c'est une belle chance qu'on a à l'Ultra Trail Gaspésia-Centre de recevoir la crème des coureurs des Maritimes parce qu'on les voit pas beaucoup au Québec. Tu sais, il y a Tim McDonough aussi qui est un excellent coureur qui a livré une super bataille à Thomas à la dernière édition sur le 100 000, qui a déjà gagné notre 100 km aussi. Il y a Nat Couture que je parlais tout à l'heure. Il y a des excellents coureurs en Nouvelle-Écosse, une belle crowd de coureurs dans Nova Scotia Trail Running. Donc ça, on a la chance, nous, d'être très proches de tout ce beau monde-là, puis de faire leur sortie annuelle au Québec. Ça fait que c'est bien le fun. C'est un beau privilège qu'on a. Exact. C'est comme à la croisée des chemins parce que oui, la Gaspésie, c'est loin pour les gens de l'Est du Québec ou peu importe. Puis l'année passée, en 2019, tu avais beaucoup, beaucoup de coureuses québécois. Tu avais la gang de Mathieu Blanchard qui était là et tout ça. Mais tu as aussi toute cette crowd-là qui arrive des Maritimes qui n'ont pas beaucoup de courses non plus là-bas. Tu as le Cape Saint, tu as quelques courses, mais c'est pas. Fait qu'eux, c'est comme nous autres. C'est un périple, tu te rends là, puis tu vibres au rythme de l'événement toute la fin de semaine. C'est ça qui est trippant. Ouais, j'ai l'impression que la gang des Maritimes, là, ils viennent au Gaspésia 100 comme les Québécois se rendent dans l'État de New York ou au Vermont pour faire les courses là-bas. Tu sais, c'est le petit week-end des paysans où on se déplace en gang, tu sais. Alors, non, c'est pas mal de fun de recevoir tout ce beau monde-là. Puis, ils sont fidèles à chaque année. Là. Tu sais, encore cette année, ben évidemment, on les a tous transférés à l'an prochain déjà, là, les athlètes hors Québec. Puis, ça représente quand même 20 de tous les coureurs qu'on reçoit qui sont hors Québec, tu sais, principalement de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Ça fait que c'est une belle chance qu'on a. Ouais. C'est un parcours qui, tu le disais, c'est hyper diversifié. Puis ta portion la plus, mettons-là avec des gros gaming roulante, c'est sur la plage. Puis 2019, il y avait tellement des conditions horribles que tous les trails qui étaient sur l'île Bonaventure, d'habitude le vendredi soir, on ne pouvait pas traverser en bateau. On a fait ça sur la plage. Puis moi, c'était juste un 10 km qu'on a fait, je pense même un petit peu moins. Puis j'étais là pour le fun. Puis sérieux, 5 km sur une plage qui n'est pas droite. Tu t'en rends pas tant compte quand tu y vas. Tu cours. Puis c'était comme un aller-retour. L'aller se faisait sur la plage à 20 degrés d'inclinaison de ta jambe droite puis ta jambe gauche. Puis quand tu tournes le coin puis tu reviens sur tes pas, mais sur une section plus terre battue droite, là, tu cours, tu croches, tu as l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre parce que ça fait 5 km que tu cours de l'autre sens. C'est quand même challengeant à courir dans du battu. Là, de la litière de chat, c'est rough. Là. Ah, c'est clair. Moi, j'habite sur cette plage-là. Tu sais. Oui. J'habite direct sur la plage de Coinsville. Ça fait qu'on s'entend que quand je vais faire mon footing, là, moi, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Là. Ça fait que je cours jamais vers l'est, moi, là, sur la plage. Tu sais, je cours sur le dur jusqu'au bout. Après ça, j'embarque sur la plage pour revenir face à percer parce que sinon, j'ai toutes les hanches déboîtées tout le temps. Tu sais. Puis à chaque fois que je cours, tu sais, je me dis tout le temps, hey, c'est presque chien de faire courir les gens là-dedans dans une course officielle. Mais en même temps, c'est l'expérience, tu sais. Le monde, ils vont pour ça, là. Ouais, puis moi, je me rappelle, tu sais, je veux dire, quand tu pars un 100 mètres ou un 100K ou peu importe, tu penses partir pour un petit bout. Puis là, on est au départ. Puis là, moi et mon ami, on a toute la journée à juste suivre notre coureur. Fait qu'on le sait qu'il n'y a pas de ravito pour un petit bout, mais on sait qu'on va voir les coureurs passer juste après la plage. Fait qu'on s'en va se parquer là pour voir le monde passer. Et là, tu as une gang de gars, que ce soit sur le 50K ou sur le 100 miles, les top coureurs au Québec, là, Thomas Duhamel, Mathieu Blanchard, sortent de la plage, s'assoient, enlèvent les espadrilles, vident l'équivalent d'une plage au complet qui était pris dans leur espadrille. C'est vraiment très drôle. Après 3 km d'un 50K, un gars comme Mathieu Blanchard, un 50K, il fait ça avec une bouteille, puis il est parti avec 2-3 gels, puis là, ben, il a arrêté à 4 pattes en essayant de vider la roche dans son espadrille. Je lui ai fait, OK, ça, c'est le meilleur premier 3 km d'une course. Ah oui, clairement. C'est Yannick. C'est Yannick de pas sorti du bois, Mathias. Salut, Mathias. Je suis en train de jaser avec Yannick. Tu vas faire dodo? Oui, à demain. Bye-bye. Oui, c'est clair. C'est un 3 km qui est complètement atypique. Puis, tu sais, ce 3 km-là, il fait partie du parcours original du Gaspésia 100 vélo de montagne aussi. OK. Imagines-tu à marée haute là-dedans, vélo de montagne, avec ton vélo de carbone de 4 000, 5 000 $ sur la tête pour traverser? Tu sais, c'est chien, mais c'est épique. Puis, juste ici qu'on peut faire ça. Ben moi, je me rappelle avoir fini ce 10 km-là sur la plage où il ventait de côté, il grêlait, je sais pas, c'était horrible. C'est pour que vous annuliez la course sur l'île Bonaventure parce qu'on peut pas traverser en bateau. Ça donne aux gens à la maison qui écoutent, ça vous donne une idée de la météo qu'il y avait.
Puis je me rappelle tout le long, le gros sourire d'en face, puis tout le monde, on se regardait, personne n'est là pour compétitionner. Là, c'est soit un 6 ou soit un 12 km qu'on est inscrit pour c'est le vendredi soir, puis le monde font juste se regarder puis rire parce que tu te dis, on est en train de vivre de quoi de complètement épique. Là. La mer est déchaînée, tu te fais frapper de côté par les vagues qui, des fois, il y en a une vraiment plus puissante que les autres qui se rend jusqu'à toi. C'était, ça donnait le ton pour la fin de semaine. Là. Ah, clairement, puis c'est drôle, hein, parce que c'était une course de consolation. Mm-hmm. Et même une course de consolation nous permet de créer un moment marquant, tu sais. Fait que, tu sais, moi, au terme de la fin de semaine, j'étais déçu de ne pas être allé sur l'île Bonaventure, mais je me disais, tabarouette, on a vécu un sacré beau moment dans la tempête pareil, tu sais. Oui. Je sais pas si tu avais remarqué, mais Mathieu Blanchard, tu sais, il était sur le transpercé 100. Alors, lui, c'était la première de 3 étapes. Il y avait Jean-Philippe Thibodeau aussi, qui est un ancien triathlète hors route de haut niveau, qui était là. Il en était pas mal dans ses premières courses de trail. Puis là, il me disait avant la fin de semaine, il dit, Jeff, il dit, je sais que Matt Blanchard est sur les mêmes départs que moi. Il dit, je pense qu'il y a juste une épreuve que je pourrais le battre, puis c'est la petite sur l'île Bonaventure. Il dit, avec moi, là, je sors tout ce que j'ai à sortir pour cette course-là. Puis, tu sais, je me souviens, là, hey, les gars, là, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu un sprint dans une de mes courses de course à pied, tu sais. Les gars, là, ils étaient en feu raide. Puis, je sais qu'à la fin, là, Matt, il s'attendait pas là, d'être chauffé comme ça un vendredi soir dans le cadre d'un 5 à 7. Mais c'était bien drôle. Finalement, il avait remporté la première étape quand même, mais tu sais, de quelques dixièmes de seconde, là, parce que ça avait été toute qu'une finale. Donc, moi, j'étais là avec mon Southwest de pêcheur au grand complet, tu sais, tout tremble parce qu'il me mouille dessus depuis 3 heures. Puis je me disais, hey, wow, on vient de vivre un grand moment pareil, tu sais, dans une course de rechange, alors qu'on est tout le monde frigorifié. Mais calvasse que c'était le fun. Fait que, tu sais, c'est ça le trip aussi de la Gaspésie. Puis, ben, c'est ça l'Ultra Trail Gaspésia 100. Tu sais, on planifie, mais on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Puis, on sait juste que le 3/4 du temps, ça finit par être épique. Tu sais. Ah, c'est ça. Ah, puis, moi, je me rappelle, c'était ma première ou deuxième course de trail au Québec. Je n'avais fait une aux États-Unis. Puis, je commençais, c'était ma première saison. Puis, tu te mets à suivre le trail au Québec. Mathieu Blanchard, l'année d'avant, il avait tout remporté, ce qui pouvait être remporté. Fait que tu sais, c'est qui. Moi, j'ai aucune idée qui est là. Tu es sur ta ligne de départ le vendredi soir avant de partir. Puis là, je fais hey, shit, Mathieu Blanchard est là. Et là, je me doutais qu'elle allait partir vite, mais moi, je me dis dans ma tête, j'ai aucune idée c'est quoi mon plan de match pour cette course-là. Moi, c'était juste une course. Tant qu'à venir en Gaspésie faire le crew, moi, je vais m'inscrire à une course. Et je me suis dit, je vais essayer de le suivre le plus longtemps possible. Je suis pas un coureur rapide, même pas proche, tu sais. Puis, grâce à ce lapin-là que j'ai essayé de suivre, que j'ai réussi pendant quelques kilomètres, ça a fait que ça a été mon seul et unique podium en trail à vie sur un 10 km de plage pour le fun. Puis, en fait, moi, je finis ma course sans avoir aucune idée, puisqu'il y a du monde du 6 puis du 12 km tout mêlé. Je finis à travers plein de monde. Je m'en vais, puis là, je vois le lendemain que j'avais fini deuxième, puis qu'il y a une belle photo du podium avec personne sur le deuxième. Mais merci à Mathieu que j'ai reçu au podcast à l'épisode 12 que je n'ai pas compté, mais qu'il m'a servi de lapin pour me dire bon, j'ai aucune idée, je vaux quoi sur 10 km, je vais essayer de me torcher en suivant ce gars-là. Ça a amené une deuxième place, mais non, c'était épique, c'était brutal, puis c'était un 10 km, fait que ça donnait le ton pour la suite. Ben, tu sais, moi, c'est ça la seule distance que j'ai couru avec Mathieu Blanchard, parce que l'été passé, il nous a fait l'honneur de nous inviter à aller courir une section avec lui dans son GRA1. Puis on l'a rejoint là à Pointe-Jaune. Il y avait déjà 480 km dans les pattes. Nicolas Dan m'a dit qu'il a passé proche d'abandonner déjà 15 fois. Ça fait que je me disais, oh, il sera pas si en forme que ça. Hey, voyons donc. Si tu regardes mon profil Strava, là, j'ai aucun 10 km que j'ai couru aussi vite que ça en trail de toute ma vie. Là. Moi, j'étais à côté. Puis là, Matt, lui, il gambadait, puis il parlait, puis la vie était belle. Tu sais, c'est tout qu'un athlète. On a la chance de pouvoir le côtoyer au Québec. On a beaucoup de chance. Ouais, tout qu'un athlète, puis tu sais, il a bien beau être dans l'équipe Salomon, il a bien beau être un de nos élites et tout, puis de parcourir le monde. En ce moment, il est à Tahiti, je pense. Ça reste que c'est un gars qui, justement, finit la course, prend une bière à la ligne d'arrivée avec les gens. Puis, je pense que c'est un bon ambassadeur pour notre sport, puis c'était cool de le voir en Gaspésie. Oui, clairement. Là, parlons plus de l'aspect logistique-organisation, parce qu'on le disait, c'est complexe d'organiser un événement.
Mais là, je vois que tu sais, le Gaspésia, il passe dans un parc national. Il passe dans le géoparc mondial de l'UNESCO. Comment tu as décidé de m'en OK, le parcours va passer par là? Comment qu'on gère ça avec ces organismes-là, avec la CEPAC pour le parc national, avec le géoparc de l'UNESCO? Comment on réussit à faire passer une course dans des places comme ça? Ouais. Ben écoute, je te dirais que dans le cadre de l'Ultra-Trail Gaspésia 100, c'est un charme parce que justement, la plupart de nos parcours sont dans le Géoparc mondial UNESCO de Percé. Alors, le Géoparc mondial UNESCO, pour avoir créé tous ces parcours, ils ont déjà négocié des droits de passage avec tous les propriétaires. Donc, on n'a pas besoin de repasser pour faire ce travail-là. On s'assure d'avoir une entente de bon voisinage avec le Géoparc mondial UNESCO. Puis, on s'organise. Ils nous donnent l'exclusivité des sentiers ou presque. Cette fin de semaine-là, en mettant de la signalisation. Du côté de la CEPAC, pour la course sur l'île Bonaventure, c'est sûr que l'île Bonaventure, là, c'est un milieu qui est très, très fragile. Hein? C'est pas pour rien qu'on crée des parcs nationaux. Là, c'est pour protéger des espaces fragiles. Puis le parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, il y a 2 joyaux là-dedans. Il y a évidemment le Rocher-Percé, puis il y a la colonie de Fou-de-Bassan sur l'île Bonaventure. Donc, évidemment, la CEPAC ne nous permet pas de passer sur le sentier qui passe dans la colonie de Fou-de-Bassan pour la course sur l'île. Donc, on a aménagé un parcours qui est somme toute intéressant là, parce que c'est assez rare qu'on a la chance de courir sur une île au coucher de soleil avec le rocher de Percé au loin. Donc, c'est ça. C'est sûr, c'est une logistique un peu plus complexe parce qu'on travaille dans le parc national. Il y a des protocoles qu'on signe avec eux. L'équipe du parc national nous encadre également. On nous prête du personnel pour encadrer l'événement. Puis c'est sûr qu'on nous demande de ne pas laisser de traces, mais on s'entend qu'on ne laisse pas de traces. Même dans le Géoparc mondial UNESCO, nous, ce qu'on vend, c'est le paysage, c'est des beaux sentiers. Alors, évidemment, on fait le ménage avant, après de recevoir la visite. Ah ouais. Je dirais que dans le cas de l'Ultra-Trail Gaspésia 100, c'est pas une logistique organisationnelle très, très complexe. Si je compare, par exemple, à la sécurité qu'on doit planifier dans le parc de la Gaspésie pour l'Ultra-Trail des Chic-Chocs, à ce que Jean doit planifier pour faire son... c'était quoi, 106 km l'année passée, puis un 160 à venir entre Charlevoix puis Québec, puis à Côte-de-Beaupré. À Ricana, sont dans un milieu quand même très, très isolé aussi, là. Moi, je faisais la course, je me disais, ouais, mettons, je tombe ici, là, ça va prendre combien de temps avant de me sortir, on ne croise pas beaucoup de routes de routes camionnables là, dans Ricana. Alors, ça fait partie du charme de l'événement d'être très creux dans le bois, mais ça fait aussi partie du défi de l'organisation parce que c'est ça, c'est un gros défi. Faire un sauvetage en plein milieu. Tu sais, quand Ricana, tu as 21 km entre 2 ravitaux, c'est pas parce que Marlene et sa gang veulent te faire chier puis que tu es obligé de traîner plus de stock parce que tu as 21 km d'autonomie à faire. C'est parce que c'est les 2 seuls spots où il y a du monde qui peuvent se rendre pour monter un ravito. C'est extrêmement reculé. Ça fait partie du charme, mais c'est un bon défi. C'est ça. Puis nous, dans notre cas, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un ultra-trail urbain. Même si on est dans un micro-village, parce que, les 3 principaux ravitaux sont vraiment dans la civilisation. Ici, au camp de base Gaspésie. D'ailleurs, je suis dans la salle du ravitaillement d'il y a 3 ans. OK. Puis, la vieille usine de l'ancien beau-fils, on est en pleine civilisation aussi. Puis le centre-ville de Percé, c'est un petit centre-ville qui grouille l'été. Alors, c'est ça, c'est une logistique qui est moins complexe aussi sur le plan de l'encadrement. Puis ce qui est le fun, c'est que les athlètes, ils s'en rendent pas vraiment compte parce que quand ils rentrent dans le sentier, eux, dans leur tête, sont en plein bois puis ils savent pas vraiment ils sont où, là. Ils savent pas qu'il y a une route tout près, qu'on peut arriver très, très rapidement pour les chercher. Puis, on reçoit souvent le commentaire, justement, quand on reçoit des appels pour des évacuations, des gens qui disent « Tabarouette, ça a donc bien été vite, tu sais. » Il me semble qu'on vient juste d'appeler pour avoir une évacuation, puis bang, il y a un véhicule qui arrive tout de suite. Ça, c'est un charme du parcours qu'on a ici. C'est pas le genre de charme que j'avais là, dans les Chic-Chocs avec l'Ultra-Trail du Mont-Albert, parce que là-bas, ils ont un gros défi logistique. Tu sais, les communications fonctionnent pas tant que ça.
avant d'appeler l'hélicoptère à Sept-Îles pour sortir quelqu'un de la cuve du Mont-Albert, ben, il faut que tu sois sûr qu'il faut que tu sortes en hélicoptère parce que ça coûte cher. Fait que c'est ça. Je te dirais qu'on a une logistique qui est quand même, intéressante pour un organisateur. Ah oui, mais je pense que tu disais, je pense pas que c'est de la lâcheté, puis c'est pas ça que je voulais insinuer. Au contraire, je pense que c'est futé comment c'est monté ce parcours-là. Puis ça te permet d'avoir une variété de distances aussi qui fait la renommée du Gaspésien. Tu arrives sur le site, puis tu sais, je veux dire, juste avec ton C que tu parlais tantôt, tu as un 50, un 100 puis un 160. Tu as aussi un transpercé, fait qu'une course par étape comme le Transvalley qui se fait à Québec, où justement les gens font un 12 le vendredi, un 50 le samedi, puis un 35 le dimanche. Puis après ça, autour de ça, se greffent des plus courtes distances. Ton 35 du dimanche, moi, je le checkais pour le faire cette année. Puis finalement, j'ai décidé de faire le 54, mais ultra challengeant. Le 35 kilos, 1500. Tu sais, quand tu te disais tantôt que ta gang te disait qu'il n'y a pas tant de D+ sur le 160, ce 35-là est assez brutal. Là. Il donne le même nombre de points ITRA que le 54. Exact. Ça donne une idée, tu sais. Fait que je trouve que tu as vraiment un éventail de distance qui est le fun pour n'importe quel niveau de coureur de l'ultra. Puis c'est le fun pour quelqu'un qui veut graduellement augmenter ses distances d'année en année, d'être en terrain connu. J'en parlais avec d'autres. Moi, j'ai aimé faire Arikana, le 125, parce que quand je suis tombé aux Hautes-Gorges, je savais dans quoi je m'embarquais pour la moitié du parcours qui me restait. Là, cette année, mon plan, c'est de faire le 54. L'an prochain, je serais prêt à le faire 3 fois, ce 54-là. Mais je trouve que c'est le fun, quand tu veux augmenter, de te dire, mon premier 160, je vais aller le faire à Percé, puis je vais y aller dans un terrain connu. Tu en parlais tantôt, Kelsey ou Tim, c'est des gens qui ont gagné le 100. L'an prochain, ils se sont dit, bon, ben, je vais aller avec une boucle de plus, puis je vais faire le 160. Mais je pense que tu as vraiment quelque chose qui est bien construit puis qui est futé. Oui, puis après le 100 000, ben là, il y a le 150 000 qu'on a ajouté cette année. Avec la collaboration d'Hélène Dumais. Tu sais, Hélène, elle a vraiment trippé sur son expérience à Percé. Puis là, elle me zoome pendant la pandémie. Puis là, elle me dit, ouais, Jeff, j'aimerais vraiment retourner à Percé, mais moi, tu sais, je fais jamais 2 fois la même course. Ça fait que, y a-tu quelque chose que tu pourrais me proposer, là, qui serait plus long un peu? Fait que là, on commence à travailler sur un parcours de je sais pas, là, on parlait au début autour de 200 km, tu sais. Fait que là, je commence à linker quelque chose de Cap-Gaspé à Percé. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je mettais du temps là-dedans, puis je disais à Hélène, tu sais, Hélène, pourquoi on ne l'ouvre pas à tout le monde, tu sais? On va faire une course en autonomie de 150 km, puis on va lui donner un petit don sexy, puis ça a donné les 60 heures d'Hélène, tu sais. Alors, malheureusement, on n'a pas pu le présenter l'an dernier à cause de la pandémie. On espère pouvoir le faire cette année. Mais tu sais, c'est une course c'est une course qu'on va présenter à un moment donné, tu sais. Parce que le parcours est exceptionnel. Tu sais, on va passer sur le parcours principal de l'Ultra Trail du Bout du Monde qui a lieu en septembre. Après ça, sur tous les parcours du Gaspésia 100 vélo de montagne pour rejoindre le parcours principal du Gaspésia 100. Ça fait que, tu sais, on passe un paquet de tableaux complètement capotés de toutes les raisons qui font que la Gaspésie, c'est une des 3 principales destinations de tourisme d'aventure dans le monde selon le National Geographic, tu sais. Ah ouais. C'est ce qui se passe entre Percé puis Forillon, là, qui fait que cette région-là est aussi prisée internationalement. Ça fait que ça risque d'être un beau parcours, puis on a très hâte de pouvoir présenter cet événement-là. Ah, c'est cool. Puis là, c'est un 150 miles, ça fait que 240 quelques kilomètres, full autonomie. Ah. Quand tes gens arrivent tu disais que ça finit avec le parcours du Gaspésia, est-ce qu'ils ont le droit de avoir de l'autonomie parce qu'ils passent à des ravitaux ou c'est 100% autonomie jusqu'à Percé? Ben, c'est 100% autonomie jusqu'à Percé. Tu sais, là, on est en train d'étudier comment on organise ça. Là. Il pourrait y avoir des pénalités des pénalités de temps pour l'utilisation, mais tu sais, en même temps, quand tu te lances sur un parcours de 150 000, là, tu t'en fous pas mal de ton temps. Là. Tu sais, ton objectif, c'est de terminer la course. Tu sais. Puis d'autant plus aussi qu'on le propose vraiment comme une aventure en autonomie. Alors, tu sais, plus que comme une course, justement. Puis ça, ben, c'est vraiment dans la foulée de ce que plein de coureurs ont vécu pendant la pandémie, tu sais, à se construire des défis tripants. Fait que là, ben, c'est un défi tripant semi-encadré, si on veut. Alors, ben, semi-encadré, mais même si l'encadrement ne paraîtra pas, il va être là. Ah oui. Ouais, c'est même la préparation aussi qui est offerte par l'événement via Hélène qui peut aider les gens qui veulent s'y préparer. Je sais qu'il y avait des séminaires, je pense à quelques moments, des webinaires où les gens pouvaient
jaser avec Hélène puis de voir comment on se prépare à ça. Il y a Thomas Duhamel, comme on le disait tantôt, triple champion du Gaspésia 100 qui là, se lance sur le 150 miles. Ça va être trippant à suivre. Hein? Ah oui, absolument. Ça va être le fun, certain. Donc, en fait, tous les parcours sont assez intéressants à suivre, pour être honnête, parce que, on découvre des athlètes. Tu sais, ici, là, les podiums qu'on voit ici à Percé, évidemment, il y a des noms qu'on voit un peu partout sur les podiums au Québec, mais il y a aussi des noms qu'on voit juste ici. Parce qu'ils font juste des courses en Gaspésie, la gang des Maritimes, ou c'est des athlètes qui sortent de nulle part ces fins de semaine-là, puis deviennent des podiums, tu sais, avec des noms qui sont plus connus. Alors, je trouve ça le fun, tu sais, ça nous permet aussi de renforcer notre image. C'est pas un événement élite, là, le Gaspésia 100. Puis c'est pas qu'on n'aime pas l'élite, là, mais on n'a pas de programme élite. Tu sais, des fois, il y a des coureurs qui m'appellent puis qui me disent « Hey, Jean-François, as-tu un programme pour les élites? » Je dis « non. » Je dis « Mais si tu viens et tu nous prouves que tu es une élite en terminant sur le podium, on t'invite l'année d'après. » Tu sais, ça se mérite ici de faire partie du programme élite. Tu sais, puis les coureurs, ils trouvent ça bien drôle quand je leur dis ça, tu sais, puis ils se disent « Ouais, c'est vrai, ça a de l'allure, tu sais, on n'a jamais fait ton parcours, ça fait que pourquoi moi je serais une élite, tu sais. » Puis effectivement, il y a plein d'élites qui sont venues puis qui les ont pas fini, mes parcours. Alors, ça se mérite de devenir une élite au Gaspésia 100, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de programme. Mais évidemment, on est tout le temps content de recevoir des coureurs qui font des podiums un peu partout au Québec. Là. Ah oui, puis tu sais, moi, je peux en parler aux gens s'ils veulent savoir c'est quoi être un élite au Gaspésia, parce que, tu sais, avec ma 2e place, j'ai eu mon inscription pour cette année. Fait que, tu sais, vous avez des questions, les élites? Je ne pas capable de finir ma phrase sans rire. Bref. Là aussi, on a les lanternes rouges. C'est ça que j'allais dire. C'est exactement là où je m'en allais, parce que ça, c'est de quoi qui est vraiment cool. Puis c'est de quoi que j'ai parlé dans 10 épisodes sur 39, d'après moi, quand je parle de notre belle communauté trail, quand je parle de justement reconnaître la personne qui termine dernier. C'est la personne qui va avoir été le plus longtemps sur le parcours. Donc, c'est un gagnant, une gagnante en soi. Comment c'est venu cette idée-là des lanternes rouges au Gaspésia? Écoute, c'est ça. Tu sais, comme moi, là, comme je te disais tantôt, je participe à des événements dans plein de sports. Puis souvent, je vais comme bénévole aussi. Puis à l'Ultra Trail du Bout du Monde, il y a 3 ans, j'étais fermeur sur le parcours de 90 km. Fait que j'avais, je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête d'aller faire les 40 derniers kilomètres alors que j'avais jamais couru 40 km en sentier. Tu sais, avant ça, j'avais fait des trails de 25, 30 km. Mais je m'étais dit, pour fermer, tu sais, je suis capable de faire une longue randonnée. Puis là, j'ai fermé le parcours, mais en fait, j'ai pas vraiment fermé le parcours. J'ai pincé le dernier, qui lui, là, il était là. C'était un Français qui avait une longue carrière de coureur, une carrière élite en France, comme coureur de fond, de gars de cross-country. Depuis qu'il était au Québec, c'était un monsieur d'une 50aine d'années. Depuis qu'il était au Québec, il s'était mis au trail de plus longue distance. Puis là, il me disait, moi, Jean-François, je suis venu ici, j'ai 55 ans, puis aujourd'hui, c'est mon ma dernière course à vie. Je prends ma retraite après cette course-là, puis il n'est pas question que je la complète pas. Mais ça avançait pas fort, ces affaires, puis il y avait une attitude moyenne, là. Mais en même temps, tu sais, là, je disais, là, je regardais ma montre, je disais, écoute, si tu veux le terminer, embarque dans ma roue, puis on y va, tu sais. Sors tes bâtons, je sors les miens, puis on y va, puis on bat la mesure, puis on va rentrer à temps. Puis, son attitude, là, tant son attitude négative que son caractère de cochon pour la compléter dans les temps m'avait tellement marqué que je me suis dit, wow, tu sais, t'es un gagnant là, quand tu te bats contre une barrière horaire. Alors, c'est là que je me suis dit, le dernier, la dernière, dans chaque course de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Puis c'est souvent ceux-là qui nous font le plus triper, là. C'est ceux-là qu'on se souvient dans les ravitaillements. Nous, comme directeurs de course, mes adjoints, c'est ceux-là qui se souviennent. Tu sais, on les a vus souffrir, persévérer et tout. Ça qu'on s'est dit, tiens, on va les reconnaître en leur offrant une lanterne rouge en référence au Tour de France
où le dernier coureur à compléter le Tour de France s'appelle la Lanterne Rouge depuis la nuit des temps. Alors, on a décidé d'acheter des lanternes rouges au Dollarama, puis de mettre un sticker du Gaspésia 100 dessus, puis de la remettre symboliquement, puis d'offrir une participation gratuite à la même distance l'année d'après pour, pas pour venir défendre sa lanterne rouge, mais pour revenir, puis peut-être le terminer avec moins de douleur, tu sais. Fait que, tu sais, c'est important pour nous autres de préciser que c'est vraiment pas pour rire du dernier, loin de là, tu sais. C'est vraiment pour souligner la persévérance puis le travail incroyable que ces gens-là font, tu sais. Ouais, c'est quelque chose qui se fait dans plein de courses américaines aussi, puis je pense que ça démontre encore là tout le sentiment, tu sais, l'esprit trail, c'est exactement ça. Puis moi, je me rappelle à la cérémonie des podiums le dimanche midi, je pense qu'il y a eu des plus grosses ovations pour les lanternes rouges de chaque catégorie que tes podiums de chaque catégorie, parce que le monde, il voit le gars ou la fille essayer de monter sur ton podium qui est une table de pique-nique, puis tu vois la souffrance dans chaque pas pour se rendre en haut de la table de pique-nique. Tu fais, OK, cette personne-là a vécu toute qu'une aventure aujourd'hui ou hier ou avant-hier ou tout ça finalement. Puis non, je trouve ça le fun, la reconnaissance que ça a. Là. Non, clairement. Puis tu sais, ces coureurs-là ont tellement tout le temps des histoires extraordinaires, tu sais, parce que c'est rare que tu persévères sans raison, là. Mm-hmm. Tu sais, puis à Arikana, justement, là, il y a 2 ans, tu sais, je te disais, tu sais, j'ai levé le pied pour pas scraper ma semaine de vacances après, puis là, je placotais dans les ravitaillements, puis je courais avec des coureurs, puis j'écoutais leur histoire, tu sais. Puis tu sais, comme là, il y en a qui me parlaient de leur entraînement, qui s'étaient entraînés vraiment beaucoup, puis je me sentais imposteur des fois, tu sais, parce que mon entraînement de coureur, il était pas là, tu sais, pendant l'été. Tu sais, moi, je bouge tout le temps, mais je m'entraîne jamais vraiment. Tu sais, j'ai pas de programme d'entraînement. Puis là, je les écoutais me parler du nombre de fois qui courent par semaine et tout et tout. Puis là, ça persévérait pour le compléter. Puis, je me sentais imposteur d'être là avec si peu de préparation puis d'être en meilleur état. Mais en même temps, je trouvais ça tellement beau de voir tout ce qu'il y avait derrière cette persévérance-là. Tu sais, un tel, c'est un collègue qui a le cancer, l'autre, c'est se remet d'un accident de voiture, ainsi de suite. Tu te nourris de ça, puis ça donne des superbes anecdotes par la suite, là. Ah ouais, je pense que dans les courses, c'est le moment parfait pour faire des rencontres aussi comme ça, très, très humaines. Moi, je me rappelle cette année-là à Ricana en 2019, je courais ma course, tu sais, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, il y a un gars qui me dépasse, puis sa face me dit de quoi? Là, je leur dépasse un ravito, puis il me redépasse. Puis ça monte au même pace, c'est qu'on jase ensemble. Puis moi, je le reconnais, lui, il ne me reconnaît pas, puis tu vas comprendre pourquoi. À un moment donné, je le reconnais, puis je fais Esti, c'est le médecin aux urgences, en fait, le médecin intensiviste aux soins intensifs qui a sauvé la vie de ma mère 18 mois plus tôt. Ma mère rentre aux soins intensifs. Puis ce gars-là qui nous avait rassuré, mon père, ma soeur et moi, qui nous avait expliqué qu'il avait pris son temps dans son espèce de beat de vie de fou d'intensiviste qui gère les soins intensifs à l'Hôtel-Dieu à Québec. Puis là, boum, il me dépasse, puis on a jasé, puis on a passé 45 minutes ensemble sur le parcours. Puis je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit, tu me reconnais pas, mais tu as sauvé la vie de ma mère. Puis là, j'y ai raconté, puis il se rappelait comment c'était arrivé. Puis tu te dis, moi, je suis en train de vivre une course, je suis en train de me dépasser dans un événement. Puis là, boum, tu rencontres quelqu'un comme ça, puis tu tombes dans les confidences, puis dans les discussions. Puis finalement, ce gars-là, on s'est revu quelques fois, il habite à Québec, fait qu'on est allé courir ensemble dans le temps qu'on pouvait. Puis ça a comme créé ça, mais c'est freak pareil. Puis tu tombes souvent dans des courses quand tu choses avec du monde. Je ne sais pas si c'est la carence de calories, d'énergie, mais on dirait que les gens sont comme vraiment plus vrais, transparents, puis les gens se livrent rapidement à des confidences ou peu importe, comme ton gars que tu suivais à Trail du bout du monde ou gens que tu as croisés à Arikana. C'est fou ces histoires-là. Hein. Oui. Puis ce que j'aime beaucoup aussi quand je fais des courses de trail, c'est que, tu sais, évidemment, là, je suis pas très connu, là, c'est pas tout le monde là, qui connaisse ma face. Il y a juste les coureurs qui sont venus, parfois, ils me reconnaissent puis ils me saluent. Puis là, tu sais, les gens comme tout le monde, là, me demandent, hey, tu viens d'où? Je viens de la Gaspésie. Ah ouais, tu viens de la Gaspésie, tu connais-tu l'Ultra Trail Gaspésia 100? Ouais, c'est le fun. Ah ouais, moi, si sur ma bucket list l'année prochaine, des fois, on me dit des affaires moins bonnes, là, genre,
Ah ouais, ça, c'est un cut-off de merde. Moi, je suis jamais là. Je dis, ah ouais, puis là, ben. Fait que, tu sais, je fais mon caméléon, je trouve ça bien drôle, tu sais. Fait que j'ai tout le temps bien du plaisir de me glisser dans un peloton de trail running. Ah, c'est clair. Moi, il y a un truc, tu sais, puis on dirait qu'on en parle encore plus ces temps-ci avec la récente annonce de l'UTMB, avec leur UTMB World Series, puis il y a comme une espèce de mouvement, il y a des courses qui vont boycotter les points ITRA parce qu'il s'est passé. Pour ceux qui écoutent, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, c'est que l'UTMB, que tout le monde connaît, a décidé qu'elle allait lancer en 2022 l'UTMB World Series, qui allait remplacer l'Ultra Trail World Tour, qui est une série de courses dont Arikana fait partie. Puis, ils ont annoncé un partenariat avec Ironman, puis en disant, nous, l'UTMB, on n'a jamais réussi à percer le marché américain, on va essayer avec Ironman de faire ça. Puis ça a été très, très mal reçu dans la communauté. Puis on a vu ces courses-là très roots aux États-Unis. C'est de quoi que je parle souvent, mais j'ai toujours pas trouvé le terme francophone québécois pour parler d'une course qui est roots. Mais tu sais, aux États-Unis, il y a ça, tu sais, la fameuse histoire on trace la ligne de départ avec une canne de peinture dans le gravel, puis c'est ça. Puis je trouve que le Gaspésia a vraiment ce feeling-là roots. Puis tu le disais tantôt, je ne sais pas comment tu l'as dit, c'est broche à foin de luxe. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de très roots, puis tes lanternes rouges, c'est ça qui me faisait penser à ça. C'est directement relié à ça. Puis tu sais, les courses américaines, c'est ça, c'est modeste, puis c'est vraiment porté par des gens de cœur qui te font visiter des régions que tu ne serais pas allé autrement, ou visiter des endroits inusités que tu ne trouverais pas par toi-même. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très, très roots dans le Gaspésia qui s'inscrit dans... Peut-être que c'est le fait que c'est né un peu de l'inspiration du Leadville. Le Leadville qui est une course de trail et de mountain bike qui est extrêmement connue. Et je trouve que tu as ça, tu as réussi à créer ce feeling-là que tant de coureurs recherchent. Puis après avoir jasé avec plein de monde de semaine en semaine, je pense que les coureurs de trail aiment ce côté-là roots. Toi, comment tu as perçu ça la semaine passée, cette annonce-là, l'UTMB World Series, puis on entend parler de plein de courses américaines, la Hard Rock et tout, qui font, nous, fuck off, on va boycotter les points ITRA, puis tout ça. Comment tu as reçu ça, toi, qui es organisateur de courses, qui paie, je suppose, l'espèce de... Je sais pas comment ça marche pour être une course officiellement ITRA, mais Gaspésia l'est. Comment tu as perçu ça? Ben, pour être une course ITRA, là, d'abord, là, il faut être membre de l'International Trail Running Association. Donc, c'est pas un gros membership, c'est un membership selon notre braquette de participants. Fait que, tu sais, nous, l'Ultra Trail Gaspésia 100, là, on paie le montant de base de, je pense, 150-200$ par année pour être membre de l'ITRA. Puis après ça, on a simplement à soumettre nos parcours dans la base de données. Puis là, la base de données va l'analyser, puis va pondre des points, puis va nous dire, ben, ça, c'est un parcours ITRA 2, ITRA 4, jusqu'à 6, je pense, maintenant que ça va. Après ça, pour être une course qualificative de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ben, quand on a notre cote ITRA pour nos parcours, automatiquement, ben, c'est ça. Les athlètes amassent des points ITRA. Après ça, pour devenir qualificatif pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ben là, il faut faire application auprès de l'UTMB. Puis quand l'UTMB reconnaît notre cote ITRA, ben là, on devient qualificatif pour l'UTMB, puis on peut utiliser le petit logo avec le petit bonhomme. Puis aussi, c'est là aussi qu'on devient une course officiellement qualificative pour la Varedo Ultra Trail en Italie. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, ça coûte rien. C'est juste un processus qualificatif. Je te dirais que les premières années qu'on le faisait, moi, j'avais été surpris de voir comment c'était simple. Mm-hmm. Parce qu'au début, là, la première fois que j'organisais un Ultra Trail, je me disais, hey, wow, j'aimerais ça un jour être un qualificatif pour l'UTMB, parce que ça fait sexy, à dire d'un communiqué de presse qu'on est un qualificatif pour la plus grande course au monde, t'sais. Fait qu'au début, c'était juste ça. Je me disais, ça serait drôle qu'une petite course en Gaspésie le fasse. Puis on a été une des premières au Québec avec le Québec Mega Trail à être qualificatif. Mais le processus était tellement facile que rapidement, toutes les courses le sont devenues, ou presque, même s'il y a beaucoup de parcours qui passent même pas proche de se rapprocher de ce qu'on vit quand on va courir à Chamonix. Tu sais. Ouais, j'ai l'impression aussi que dès que tu as les points, après ça, c'est pas nécessairement pour l'UTMB, mais tu sais, quand on regarde l'OCC, qui est une course de 50 km dans le cadre de l'UTMB, là, justement, tes points dans tes plus petites courses, avec des événements qui n'ont pas de 100K ou de 100 miles, peuvent même être officiellement une course qualificative UTMB parce que
ton 50K de 1200 mètres de D+, donne 2 points. Fait que si tu le combines à autre chose, il peut t'amener au nombre de points nécessaires pour l'OCC. Puis, tu sais, c'était surtout intéressant pour permettre aux athlètes québécois de se donner, d'embarquer sur le classement ITRA, tu sais, et d'avoir une cote ITRA, même si on sait que, ici, on fait des courses juste l'été. Donc, évidemment, là, un coureur de trail qui habite dans les Alpes françaises ou en Italie, ben, il risque d'avoir plus d'occasions de faire des courses que nous ici au Québec. Ça fait que, tu sais, les cotes vont varier, mais quand même, tu sais, c'est pour ça qu'on le faisait. Maintenant, comment j'ai reçu l'annonce, ben, ça me surprend pas particulièrement, tu sais, parce que on était chanceux jusqu'à tout récemment, là, le trail running, c'était pas vraiment une business. Sauf qu'à partir du moment que quelque chose devient populaire, ben, des organisations qui veulent faire de la business s'intéressent à ça, tu sais. Fait que, tu sais, déjà au Québec, il y a des événements que les gens aimaient beaucoup, qui ont été vendus à des entreprises privées. Puis qui ont transformé ces événements-là que les gens aimaient en business, tu sais. Nous, on a eu des offres. Il y a des gens qui ont voulu acheter l'Ultra Trail Gaspésia 100, tu sais. Là, je disais, ben, voyons donc, ça se vend pas, l'Ultra Trail Gaspésia 100, tu sais. C'est moi qui vais le faire, puis quand je le ferai plus, il n'y en aura plus. C'est ça l'affaire, tu sais. Tu sais, Laz, il vendra jamais la Barclay, là. Tu sais, c'est son trip à lui, ça fait qu'il le fait, puis quand il le fera plus, ben, on verra, tu sais. Ça fait que je suis pas vraiment surpris, là. Tu sais, je m'attendais à ce que des grandes organisations, surtout que l'année passée, on a vu Spartan Race commencer à s'intéresser au trail running. Tu sais, c'est une grosse business, là, Spartan Race, là, aux États-Unis. Fait que je suis pas particulièrement surpris de voir Ironman commencer à embarquer là-dedans. Qu'est-ce que j'en pense? J'espère que toutes les courses, on va pouvoir continuer d'avoir des points ITRA, parce que si l'ITRA devient corporative, elle aussi, ben, ça sera plus une association de trail running. Mm-hmm. Ça va être un partenaire de l'entreprise privée. Puis là, ben, j'espère que plein d'autres petites organisations comme moi vont décrocher puis vont dire, bon, ben, gardez vos trucs. Ça fait que, tu sais, moi, de perdre ma qualification pour mon caractère qualificatif pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ça m'est égal, tu sais. Ça touche quoi? 4% des coureurs qui viennent à l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui aspirent à faire l'Ultra Trail du Mont-Blanc un jour. Fait que, tu sais, c'est pas très grave. Tu sais, s'ils aiment ma course, ils vont continuer de venir. Mais ce qui compte pour moi, c'est que l'ITRA demeure indépendante, tu sais. Puis qu'on puisse continuer de qualifier des coureurs sur un classement international. Puis, tu sais, le World Tour, si lui, ça devient une gamique privée, ben, ça se peut aussi, tu sais, à la limite, là, le Pro Tour en cyclisme, là, c'est une business privée aussi, tu sais. Alors, c'est des pros qui sont là-dessus, puis c'est ça, ça nous enlève une partie de ce qui fait que le trail running est si le fun. Le fait de pouvoir être sur une ligne de départ avec François Daen puis Kylian Jornet, tu sais. Sauf que si on en vient à professionnaliser la discipline comme ça, ben j'espère que ce sera pour le meilleur, tu sais. Mais en même temps, ça ne sera certainement pas à l'avantage de ce qu'on connaît présentement de la communauté de trail running. Puis nous, dans notre cas à nous, ben moi, ça fait longtemps. C'est ce que je disais à Vincent Champagne cet après-midi quand il m'a écrit. Il m'a dit hey, comme ça, tu n'embarqueras pas sur le World Tour. Je dis hey, moi, ça fait longtemps que j'ai compris que ça ne m'intéressait pas, les gamiques de qualification, puis de série, puis tout ça. Puis j'ai réalisé en cyclisme avant. Parce que, tu sais, moi, mon rêve, là, c'était que le Gaspésia 100 vélo de montagne devienne la première course de la Coupe du monde de marathon de vélo de montagne. En Amérique du Nord, il n'y en a même pas. Puis quand j'ai vu qu'est-ce que ça coûtait juste pour avoir une licence UCI, j'ai dit puis ça, là, il n'est pas question que je m'embarque là-dedans. Ça fait que c'est des affaires de gros sous. Alors, moi, je laisse les gens qui sont prêts à s'embarquer là-dedans sortir des gros sous, mais moi, je préfère demeurer dans le broche à foin de luxe, à continuer de faire des trucs rustiques, authentiques, que les gens vont aimer pour ce caractère-là, tu sais. Puis, tu sais, sur la plage des pêcheurs, là, le plus drôle, là, tu sais,
je sais pas si... je l'ai pas raconté souvent, mais tu sais, les gens pensent que l'habit de pêcheur que je porte au départ sur la plage des pêcheurs, que c'est stagé, que c'est de la mise en scène. Maintenant, oui. Mais la première fois que je me suis présenté sur la plage en abri de pêcheur, c'était vraiment pas stagé. Puis je comprenais pas pourquoi les gens riaient puis prenaient des photos. Parce que c'est l'année où il pleuvait un déluge à boire debout. Puis moi, le matin, dans ma petite roulotte hybride, j'avais 2 salopettes. J'avais ma salopette de Gore-Tex que je prends pour faire du ski d'hiver, puis j'avais ma salopette Elianson de pêcheur. Fait que je me suis dit, comme je vais me tirer à genoux dans la roche pour prendre des photos puis tout ça, je vais mettre celle-là de pêcheur, elle coûte quand même 200 balles de moins que l'autre, tu sais. Alors, j'ai mis la salopette de pêcheur, puis moi, j'ai une tuque rayée, là, marine, depuis que je suis tout petit. Tu sais, j'ai des photos, j'ai 7 mois, j'ai une tuque beige marine. J'ai tout le temps eu la même tuque depuis que je suis sur la planète Terre. Fait que je mets tout le temps cette tuque-là aussi, une petite tuque de marin. Puis quand on est arrivé sur la plage des pêcheurs, là, j'avais ma salopette, mes souliers de trail running, ma tuque de pêcheur. Il y avait évidemment un bateau, un homardier sur la plage des pêcheurs. Puis là, on est arrivé pour... j'avais apporté l'arche gonflable dans ce temps-là. Puis j'avais apporté le système de son aussi parce que c'était la première fois qu'on faisait un départ sur la plage. Fait que là, on essaie de partir la génératrice, il n'y a rien qui marche. Fait que je fais comme de la merde, on n'aura pas d'arche gonflable, puis on n'aura pas de musique. Mais là, j'étais rendu avec les mains toutes sales, parce que j'avais joué avec des tiges de métal, tu sais, pour fixer l'arche gonflable. Fait que là, j'enlève ça, puis je nettoie mes mains, puis pour continuer de travailler, je prends des gants qui traînent dans le fond de mon camion, puis c'était des gants de pêcheur de crevettes. Pourquoi ils étaient là, je ne sais pas, là. J'ai ça depuis que j'ai 16 ans. Tu sais, je travaillais sur les débarquements de poissons à Rivière-au-Renard. J'avais des gants comme ça. Puis là, ils étaient dans le fond de mon pick-up. Je ne sais pas pourquoi. Si bien que quand les athlètes sont arrivés sur la plage, moi, j'étais à côté du homardier, vraiment habillé en pêcheur, sans même savoir que j'étais habillé en pêcheur. Puis là, quand les athlètes sont arrivés, évidemment, j'étais à la même hauteur qu'eux. Ça fait que pour faire le speech d'avant-course, je suis monté dans le bateau, c'est la seule affaire qui me permettait d'être plus haut. Puis là, j'ai mis ma jambe sur le bord, comme ça, comme Captain Morgan. Puis là, le monde se mettait à prendre des photos, puis riait, puis était crampé, mais je comprenais pas pourquoi. Je l'ai juste compris la semaine après, parce que il y avait le Trail Running Magazine aux États-Unis qui était sur place, puis qui ont fait un article. Puis, il avait titré An Amazing Trail Running Event with a Fisherman Race Director. C'est là que j'ai comme allumé parce qu'il y avait ma photo sur l'article de blog, habillé en pêcheur, puis eux, c'est ça qu'ils avaient retenu. Ça fait que là, l'année d'après, à l'église, je fais mon speech, tout ça, puis après ça, je dis aux gens, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez venir me voir, je vais y répondre. Fait que là, je suis en avant, tu sais, sur l'hôtel. Puis là, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui s'en viennent. Je fais comme, oh shit, je suis pas sorti d'ici à soir. Fait que là, le premier pose sa question, puis il parlait fort, tu sais. Il dit, hey, Jean-François, vas-tu mettre ton saut de pêcheur demain? Là, je fais comme, non, tu sais, il annonce 30 degrés à l'ombre demain, tu sais. Je dis, non, je le mettrai pas. Il dit, c'est plat. Fait que là, il se vire de bord, puis il y en a au moins 30 des 40 qui se virent de bord, puis qui partent, puis tout. Fait que là, je fais comme, c'est quoi ça? Fait que là, le lendemain matin, là, je pense à ça, toute la soirée, le monde veut avoir un saut de pêcheur, OK. Mais là, je dis, je veux pas faire ça pour le stager, tu sais. C'était le fun de la première année, mais là, la deuxième, c'est sûr, ça va être un fake. Ça fait que là, je regarde mon fil Facebook, puis cette soirée-là, j'avais des amis pêcheurs qui venaient d'apprendre qu'ils étaient collés à quai pour 2 mois à cause que le pêche et océan les empêchait de sortir en mer à cause des baleines noires. Ils voulaient pas que les baleines noires se pognent dans les filets des pêcheurs. Puis là, ils étaient en tabarouette, puis il y a de quoi d'être en tabarouette. Là, tu travailles comme un fou pendant 2 mois dans l'année pour te faire un salaire pour toute l'année. Puis là, on t'empêche de le faire. Fait que je me suis dit, demain, je vais mettre mon saut de pêcheur, puis je vais mentionner que c'est en hommage à mes amis pêcheurs qui sont à quai et tout. Ça fait que depuis ce temps-là, je mets la salopette pour les départs, pour le kick de la patente, mais
Je suis jamais allé en mer pour pêcher, malheureusement. Écoute, ça fait partie de ton branding, ça fait partie de l'expérience Gaspésia. C'est comme la cigarette de Laz à la Barclay, toi, c'est le site de pêcheur. Ouais, c'est ça. Fait que c'est drôle parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'en parlent. Tu sais, on va dans les salons de course à pied à Montréal, puis tout ça, puis le monde me dit « Oh, t'as pas amené ta salopette? » Non, tu sais, une fin de semaine dans un centre des congrès, on se garde une petite gêne, mais c'est ça, je trouve ça le fun que les gens se souviennent de ça. Alors, maintenant, on prend un plaisir à la mettre pendant 15 minutes à chacun des 9 départs qu'on donne pendant la fin de semaine. Exact. Écoute, vous essayerez de demander à la gang d'Ironman qui va acheter des courses pour faire la World Series s'ils vont avoir des histoires aussi authentiques et vraies que ça. J'adore ça. Mais je tiens quand même, j'ai aimé ta réponse. C'était intéressant. Je voulais le voir un peu de ta perspective à toi. Puis je tiens à envoyer un petit coup de chapeau à Nicolas Fréret de Distance Plus qui a quand même creusé pas mal dans cette histoire-là puis qui est sorti la semaine passée. Il a creusé des choses qui n'étaient pas dans l'annonce de l'UTMB de la semaine passée, mais que justement, les courses qui vont vouloir avoir le bail UTMB dans cette World Series vont devoir vendre leurs courses à cette gang-là. C'est fou quand même quand tu penses à ça. Mais ils veulent percer le marché américain. Mais tu sais, quand on voit ce qui fait la renommée, en tout cas de la trail américaine, cet aspect-là très roots, quand on voit la Hard Rock en 2017 qui a un peu envoyé paître, disons-le poliment, l'UTMB quand ils leur ont dit, vous ne prenez pas vos points, mais là, nous autres, on veut Kylian à l'UTMB, puis il a besoin de vos points de votre course pour la faire. Puis leur ont fait, just too bad. Tu sais, Western State, qui était dans l'Ultra Trail World Tour, mais qui garde son aspect très route. Puis on parle des 2 plus grosses courses, mais au State, tu as des centaines de courses et milliers peut-être même. J'ai l'impression que ça va être dur à percer comme marché. Puis je pense que c'est ce qui fait la renommée du trail. C'est le genre d'événement que tu crées. C'est l'esprit trail, c'est l'esprit de communauté. C'est cette petite proximité-là. Non, c'est ce qui fait votre renommée. Puis, t'en parlais, puis je voulais t'en parler de ça, mais la réunion de course, la veille dans l'église, moi, de mes yeux de coureur, ça fait partie du charme de l'événement parce que c'est comme tu t'en vas prier avant d'aller te lancer dans une épreuve aussi. Il y a quelque chose de poétique là-dedans et d'un peu sado. Comment ça s'est fait qu'on fait nos réunions de course à l'église? Les premières années là, du Gaspésia vélo de montagne et de l'Ultra Trail, c'était dans un petit bâtiment qui s'appelle La Saline, qui appartient à la CEPAC, qui accueille une 60aine de personnes bien tassées. C'est juste que l'événement, il a cru très, très rapidement. Alors, ça nous a pris plus de place. Puis on s'entend qu'à Percé, là, il n'y a pas des millions d'auditoriums, là. Tu sais, Percé, là, pour les gens qui ne sont jamais venus, là, ça a beau être la destination touristique numéro 1, peut-être en Amérique du Nord, en dehors des grandes cités, là, mais c'est une petite ville, là. Il y a peut-être 250 personnes qui habitent au centre-ville, puis dans tout le Grand Percé, c'est peut-être 3000 personnes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Donc, il y avait l'église. Mais l'église Saint-Michel de Percé, c'est une église absolument magnifique. L'intérieur est de toutes les beautés. Alors, rapidement, on a demandé à la fabrique s'ils nous permettaient de faire notre réunion d'avant-course là-bas. Juste parce que c'est le seul bâtiment qui pouvait nous accueillir, tu sais. Mis à part le gymnase où on fait notre accueil. Ben oui. Le gymnase de l'ancienne école. Alors, on est allé à l'église parce que c'était l'endroit qui nous apparaissait le plus beau. Mais encore là, tu sais, on n'a pas pensé que ça deviendrait une grande messe et que ça deviendrait aussi important que ça l'est devenu dans l'événement, tu sais. Fait encore là, tu sais, moi, je trouve ça super cool de m'installer sur le perron d'église puis d'accueillir les fidèles comme un curé à la messe du jour de l'an, tu sais. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis après ça, on se rend à l'avant. Là, évidemment, c'est le seul moment dans l'année que l'église de Percé est pleine, là. Ah oui. Alors, c'est super le fun avec des gens debout. On améliore le setup à chaque année. On avait des traducteurs en simultané la dernière année. Donc, tu sais, c'est le fun, on s'améliore, mais là, tu sais, au volume de participants qu'on est rendu, il va pratiquement falloir faire 2 réunions dans l'église, tu sais, c'est assez capoté. Ça fait que, non, tu sais, je te dirais que dans tout l'Ultra Trail Gaspésia 100, toutes les affaires qui font vraiment la signature de l'événement, là, j'ai même pas été assez brillant pour y penser, tu sais. C'est tous des accidents qui font que même pour moi, là, ça... des fois, je me dis, hey, je suis donc bien chanceux que ça s'est arrivé, tu sais. Parce que sinon, tu sais, j'aurais un événement anonyme, tu sais.
Je pense Parce que qu'on est si loin, ça avait là. été créé, si ça avait été réfléchi puis pensé d'avance, ça rendrait pas le truc autant authentique. Là, c'est ce qui fait la renommée de ça. Puis, tu sais, moi, je t'écoute puis je me préparais pour l'entrevue. Je lisais un peu sur toi et tout. Tu es un ambassadeur exceptionnel pour ta région, pour ta ville. Je pense que Percé est chanceux d'avoir Jean-François Tappe. Puis, je veux dire, ça prend bien quelqu'un de tourisme, quelqu'un d'événement qui crée des occasions, qui crée des choses pour réussir finalement en 2021 à remplir une église. Ouais, ben tu sais, en fait, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Tu sais, on a parlé du parcours sportif, mais au-delà de tout ça, tu sais, moi, tu sais, moi, les choses les plus importantes dans ma vie, là, il y en a 5. Là. C'est ma blonde, mes 3 enfants, puis la Gaspésie. Tu sais, puis la Gaspésie, c'est avant le sport. Fait que, tu sais, je dis souvent aux gens, je suis pas tant un organisateur d'événements sportifs qu'un organisateur d'expériences gaspésiennes. Puis moi, ben, comme je tripe sur le sport, ben, j'essaie de m'arranger pour créer des expériences sportives qui vont permettre aux gens de découvrir la Gaspésie de façon différente. Mais tu sais, quand j'étais le directeur logistique de Musique du bout du monde à Gaspé, qui est le plus grand festival de musique ici en Gaspésie, on avait la même approche, tu sais, de créer un festival de musique qui ressemble pas à ce qu'on retrouve dans les grands centres. Fait que, tu sais, c'est à cette époque-là qu'on a commencé à faire les spectacles live au lever de soleil au Cap-Bonami, tu sais, qui créent des expériences complètement hallucinantes, planantes à mort. Fait que, tu sais, moi, là, c'est ça. Tu sais, j'étais un Gaspésien avant toute chose, puis c'est ça qui me fait triper. Puis, tu sais, moi, là, je suis devenu un adulte dans la Gaspésie des années 90, où il n'y avait rien de positif dans les années 90. Tu sais, c'était la crise du poisson de fond, les moratoires, dans les pêcheries, les fermetures de papetières, les fermetures de mines, l'exode massif des populations. Tu sais, dans les années 90, là, la Gaspésie est passée de 130, 140 000 personnes à sous les 100 000 là, en 10 ans. C'est hallucinant. C'est des milliers de personnes qui ont quitté la Gaspésie. Tu sais, moi, j'étais au secondaire, je forgeais mon identité de jeune adulte. Puis, autant maintenant, moi, je suis invité à aller dans des écoles secondaires à parler de mon amour pour la région puis de l'avenir qu'on a ici, que moi, quand j'étais au secondaire, on amenait des gens pour nous dire de sacrer notre camp d'ici. Tu sais, puis pour nous parler de comment c'était cool dans le cégep à Lévis-Lauzon, puis comment c'était le fun de gagner sa vie chez Nortel, tu sais. Ça fait que moi, tu sais, j'ai grandi là-dedans, puis j'avais pas les cheveux mauves, mais j'étais assez punk puis assez contestataire pour dire, ben, je vais revenir moi, dans cette région-là, tu sais. Puis il y en a, là, des Gaspésiens qui se battaient déjà dans les années 90, puis moi, c'est ceux-là que j'admirais, tu sais, puis je voulais revenir en Gaspésie pour contribuer au développement de cette région-là. Puis, tu sais, là, je trouve ça cool parce que récemment, il y a un pop-up qui est sorti sur Facebook, là, l'équipe d'ambassadeurs de la Gaspésie de 2010, tu sais. Puis j'étais dedans, puis c'est la première fois que j'ai été identifié comme ambassadeur. Puis je faisais comme, oh shit, tu sais, ça fait plus de 10 ans, c'est donc bien cool, tu sais, mais c'est ça que je voulais faire dans la vie, être ambassadeur de la Gaspésie. Ça fait que, tu sais, maintenant, je suis pas mal content de pouvoir le faire avec les événements gaspésiens, avec le camp de base Gaspésie aussi, qu'on le fait à l'année en créant des retraites de yoga, des retraites de trail running, en guidant des gens dans différentes activités de tourisme d'aventure. Donc, c'est vraiment chouette. Puis, j'espère faire grandir mes enfants dans une Gaspésie plus positive que celle dans laquelle moi j'ai grandi. T'sais. Pas parce que mes parents puis les parents de mes amis étaient moins bons que nous autres, mais juste parce que ils n'avaient pas vraiment d'issue là, dans ce temps-là. Là. Économiquement, ça allait pas bien. Puis, le climat était morose. Alors là, on est dans une Gaspésie qui est complètement différente. L'économie va super bien. On a un plein d'emploi, une pénurie de main-d'œuvre, pénurie de logement, pénurie de garderie, pénurie de tout. Ça roule la Gaspésie présentement, puis c'est super le fun d'en faire partie puis d'y collaborer humblement avec les compétences qu'on a acquis au fil des années. Ben, félicitations, pour vrai, je te lève ma bière. C'est vraiment très, très, très inspirant tout ça. Toi, c'était clair dans ta tête quand tu es allé étudier à Trois-Rivières que le but, c'est d'aller acquérir des compétences ailleurs puis revenir en Gaspésie. C'était ça le plan du jour 1? Oui, moi, c'était clair que je voulais revenir. Puis d'ailleurs, quand j'ai quitté Trois-Rivières après mes études en archéologie, je me suis installé à Rimouski. Puis là, mes parents qui, eux, avaient déjà quitté la Gaspésie. Mes parents habitent toujours la région de Québec, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis souvent dans la région de Québec pour courir, faire du vélo.
mes parents étaient déjà là-bas, puis je me suis installé à Rimouski, puis eux, ils se disaient, Colin, c'est chouette, tu sais, il a choisi Rimouski, c'est presque pareil comme la Gaspésie. Il y a un bel avenir là-bas. Je travaillais dans le parapublic, dans une conférence régionale des élus. J'avais des beaux mandats, j'étais bien payé. J'étais proche de mes parents, fait qu'ils étaient contents, tu sais. Mais quand je leur ai annoncé que je revenais en Gaspésie, là, ils n'étaient pas sûrs là, de la décision que je prenais. C'est d'autant plus que je revenais en Gaspésie dans un emploi où j'étais vraiment moins bien payé qu'à Rimouski. Mais pour moi, dans ma tête, c'était clair que je revenais ici, tu sais. Puis déjà à l'époque, ça, c'est milieu des années de la première décennie de 2000, là, il y avait déjà des jeunes un peu plus vieux que moi qui avaient commencé à revenir, qui commençaient à fonder des trucs qui sont des fleurons maintenant, comme Musique du bout du monde, notamment. Tu sais, c'est à cette époque-là que la vieille usine à l'Anse-Beau-Fils s'est transformée en projet communautaire super intéressant. Un peu après, il y a les premières microbrasseries qui sont arrivées, Pit Caribou, ainsi de suite. Fait que, il y a un paquet d'entreprises, d'initiatives super inspirantes qui ont vu le jour en Gaspésie, puis qui ont commencé à donner espoir aux gens, puis à craquer des jeunes comme moi, qui voulaient revenir aussi, puis faire une différence avec tout ce beau monde-là qui revenait. Puis tous ceux qui étaient là aussi depuis longtemps, puis qui n'ont jamais quitté la région, puis qui se sont battus toutes ces années-là. Claudine Roy qui a fondé la traversée de la Gaspésie en ski de fond. Moi, je dis souvent que je marche dans ses trails à elle. Tout est facile pour moi. Là, elle, ça fait 30-40 ans qu'elle se bat. Là. Alan Côté qui a fondé le Festival de la chanson de Petite-Vallée. Il y a des institutions hyper importantes qui ont été créées par des fiers Gaspésiens qui sont en avant du bateau, le vent d'en face depuis 30, 40, 50 ans. Ça fait que c'est un peu dans ces trails-là qu'on marche présentement ou qu'on court, dans notre cas. OK, c'est vraiment, vraiment très cool. Puis parlons-en du camp de base parce que c'est un autre de tes multiples projets. Parle-moi un peu de ce projet-là, comment ça s'est présenté d'acheter une maison bicentenaire sur le bord de l'eau comme ça? Oui, le camp de base Gaspésie, là, c'est à cause des événements Gaspésia, tu sais. Parce que les premières années que je faisais le Gaspésia 100, tu sais, ma blonde était coordonnatrice adjointe du Festival Boîte et Bitume, les premières éditions. Mais quand on a eu des enfants, bien évidemment, elle s'occupait des enfants pendant les événements. Fait que je revenais après les événements, puis elle me disait, comment ça s'est passé? Je disais, ça s'est super bien passé, mais tu sais, sur le plan financier, là, ça marche pas, tu sais, c'est pas payant. Puis, l'idée, c'était pas de faire de l'argent, mais c'était d'au moins pouvoir payer les factures, tu sais, avec un événement. C'est ça qu'on recherche, tu sais. Fait que je disais tout le temps à la blague, chérie, ça nous prend un hôtel, tu sais. Parce que je me disais, tu sais, c'est simple, là, tu sais, t'as un hôtel, les gens payent 100$, tu fais le ménage, puis c'est fini, tu sais. Je me disais, je pense que l'argent au tourisme est dans les hôtels. Ça fait que je faisais tout le temps le running gag après chaque événement, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que sur le iPad, chez nous, il y avait des recherches d'enregistrer hôtel à vendre en Gaspésie, motel à vendre en Gaspésie, auberge à vendre en Gaspésie, puis c'était pas moi qui avais fouillé pour ça. Fait que je me suis dit, cherches-tu pour ces affaires-là? Elle dit, oui, je cherche, ça m'intéresse, voilà. Je dis, cool, on s'est mis à regarder plus sérieusement. Puis à un moment donné, ici, sur la plage à Coin-du-Banc, on venait d'avoir notre deuxième bébé, Yael. Puis, on a fait une balade en fat bike sur la plage avec les chariots en arrière qui calaient dans le sable. Puis, après 5 km sur la plage de Coin-du-Banc, on s'est arrêté juste à côté ici devant un hôtel abandonné depuis 12 ans qui s'appelle l'Hôtel Vibert. Puis là, on regardait cet hôtel-là. Puis là, les enfants, notre plus vieux s'amusait avec son petit vélo pas de pédale. Nous, on mangeait notre bar-tendre. Puis on se disait, tabarouette, méchant spot, hein? Méchant spot, Coin-du-Banc. Fait qu'on a visité ce vieil hôtel-là. Puis quand on l'a visité, on a compris qu'il est abandonné depuis 12 ans. Là. Il y a de l'ouvrage à faire là-dedans. Puis le monsieur qui nous a fait visiter, il nous a dit, l'auberge Coin-du-Banc va être à vendre bientôt, là. Parce que la dame, elle a été placée. Nous, on a acheté d'une dame de 94 ans. Madame de Guire, qui est une aubergiste légendaire en Gaspésie, mais qui commençait à être malade, malheureusement. Donc, on s'est dit, on va aller visiter, tu sais, mais moi, je connaissais l'auberge Coin-du-Banc puis tout ce que ça signifiait pour l'industrie touristique puis pour les artistes aussi. Parce que c'était un lieu qui était beaucoup fréquenté par les artistes, les peintres, les écrivains, ainsi de suite. Puis, j'étais déjà venu ici, puis évidemment, tu sais, j'étais pas sûr que ça correspondait avec mon projet de plein air.
Fait qu'on a visité. Ma blonde, elle a trippé. Mais il y avait beaucoup de travaux à faire ici aussi. Ça fait qu'on a décidé de faire une offre. Puis bon, ben évidemment, là, quand on a visité ici, là, notre numéro 3, il y avait exactement 48 heures de vie. Donc, il était tout neuf. Donc, Mathias, il n'a connu rien d'autre que le camp de base Coin du Banc, lui, dans sa vie. Donc, on a visité, on a fait part de notre projet à la famille de Mme de Guire, de conserver le cachet, d'ajouter les activités de plein air, de construire les activités culturelles également, avec tout le côté artistique, historique des lieux. Puis bon, ben notre projet les a séduits, puis ils ont décidé d'accepter notre offre, même si, à ce qu'on m'a dit, c'était pas l'offre monétaire la plus importante. Puis on s'est lancé là-dedans. Donc, pour faire un Gaspésia 100, mais toute l'année durant. Donc, l'objectif avec le Camp de base Gaspésie, ben, c'est de donner des vacances de plein air gaspésiennes authentiques aux gens qui viennent ici. Alors, tu sais, moi, là, quand je suis ici, je suis tantôt guide de kayak de mer, guide de paddleboard, guide d'escalade de glace, de ski hors-piste en hiver, de ski hop, de fat bike. Là, on se lance dans l'aménagement de sentiers de vélo de montagne bientôt. On guide en trail running aussi. L'été passé, je faisais 3-4 sorties comme guide de trail running à chaque semaine. Puis bon, ben évidemment, dans les moments les plus tranquilles, comme la semaine passée notamment, ben on est en zone jaune en Gaspésie. Donc, on a eu l'occasion d'organiser un événement, une retraite de yoga ici. Ça fait qu'il y avait une quinzaine de filles qui sont venues ici pour une retraite de yoga plein air. On planifie des retraites de trail running pour l'automne, retraite de vélo de montagne. Bref, on s'amuse beaucoup avec tous les aspects qu'on aime dans notre vie, qui gravitent autour de la Gaspésie, de l'histoire, des arts, du plein air, de la bonne bouffe puis des bières de microbrasserie. Alors voilà, donc on a réussi à se créer, si on veut, une vie gaspésienne pas mal cool à Coin du Banc, même si, Coin du Banc, là, comme ce soir, il y a 4 cheminées là, qui boucanent à Coin du Banc. Là, c'est pas une grosse population. Évidemment, pour les enfants, ils n'ont pas d'amis là, pour jouer dehors après l'école au hockey ou à la balle molle. Donc, c'est un milieu particulier, mais il y a tout le temps de la visite ici. Alors, tu sais, nous, on est tout le temps nourris par la visite. Nos amis de Gaspé, de Chandler nous visitent également avec leurs enfants. Alors, on s'est fait une ville fun avec tout ça. Puis, ben, ça nous permet de faire découvrir la Gaspésie à l'année ici à Percé, à Coin du Banc. Méchant beau trip. Ouais, c'est assez trippant. Puis, tu sais, comme quand on a débuté, là, tu sais, on s'entend, là, jeune couple avec 3 bébés qui arrivent de 15 mois d'études à Sherbrooke, donc qui n'ont pas une scène dans leur poche, qui achètent un auberge bicentenaire, un montant plus qu'acceptable, alors qu'ils savent très bien qu'il y a 5 fois l'investissement à mettre en travaux, puis qui disent sur tous les toits qu'ils vont ouvrir 4 mois par année à Percé, alors que même les fonctionnaires qui donnent des subventions nous disent qu'on ne peut pas cocher la case tourisme hivernal parce qu'il n'y en a pas de tourisme hivernal en Gaspésie. Pas en Gaspésie, mais à Percé. Fait que c'est sûr que, tu sais, on était à contre-courant pas mal. Puis il n'y a pas grand monde qui croyait à notre projet, pour être honnête. Mais tu sais, c'est Mark Twain là, qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça fait que c'était un peu ça qui s'est passé. Tu sais, nous autres, on avançait un pied devant l'autre. La montagne était extrêmement grosse parce que le bâtiment était poqué, tu sais, malgré tout le cachet extraordinaire qu'il a à l'intérieur. Le bâtiment avait besoin de beaucoup d'amour, puis ça a bien tombé. On en avait beaucoup à donner. Puis là, ben, le projet, il est presque... Les rénovations sont presque complétées. Ah ouais. Cette semaine-là, les derniers panneaux de tôle verte ont été mis sur le toit. Il va nous rester un peu de terrassement à faire dehors, mais là, on va enfin pouvoir opérer un bâtiment. Ça fait que ça va être pas un bâtiment, une entreprise. Alors, c'est pas mal le fun. Ça fait que là, on a un super guide d'aventure qu'on a embauché pour l'été comme chef guide. Fait que ça va nous permettre de faire un step dans notre offre. Fait qu'on est très, très excités. On espère que les frontières vont ouvrir à temps pour l'été, non seulement pour qu'on puisse tenir l'Ultra Trail Gaspésia 100, mais pour qu'on puisse accueillir la visite tout l'été ensuite, normalement. Ben oui, ben vous en avez eu beaucoup de visites l'année passée, puis on souhaite que ce soit ça aussi cette année.
En ce moment, la vaccination, ça va, écoute, à vitesse grand V. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est cool. J'ai l'impression que, aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, le ministre parlait aux 18-29 ans, faites-vous vacciner. C'est ça qu'on a besoin en ce moment pour aller vers quelque chose qui est un été normal. Fait que j'ai l'impression que ça voit le bon bord. Là, on est à un peu plus d'un mois du Gaspésia. C'est quoi l'état du moment? Il y a quelques semaines, tu as fait un live en expliquant tes 4 scénarios possibles. Je voudrais conclure là-dessus à un mois de l'événement. Où tu en es présentement, toi et ton organisation? Ben écoute, on s'est donné jusqu'au 20 mai pour faire l'annonce officielle. On a les doigts, les bras, les genoux, les orteils, tout croisés, nous autres aussi. Là. On n'est pas dans le secret des dieux. Pour être honnête, je lisais là, récemment le Trail de la Clinique du Coureur, il y a eu des ententes avec la direction de la santé publique pour un tel format. Nous ici, ça vaut pas la peine de faire ça parce que on a trop un fort pourcentage qui vient de l'extérieur. Ça fait que, on peut pas organiser l'Ultra Trail Gaspésia 100 là, pour 11% de Gaspésiens qui viennent faire l'événement. Ben oui. Ça fait que je ne sais pas présentement à quoi ça va ressembler. Je te dirais que les scénarios qui se sont ajoutés présentement, là, dans le cas où on annulerait, ce serait de créer un autre événement, mais pas un ultra trail, un trail juste pour les Gaspésiens à un moment donné d'ici Noël. Là. OK. Pour permettre aux Gaspésiens d'avoir un événement au-delà de tous les autres qui attendent aussi de voir s'ils vont pouvoir avoir lieu. Là. Nos collègues des Chic-Chocs, ils sont sur le même fil que nous. La gang de l'Ultra Trail du bout du monde, ils sont pas dupes. Là. Il y a eu une autre vague l'année passée qui les a ramassés eux aussi. Alors, c'est dur présentement dans le monde événementiel. Hier, on avait une réunion avec tous les membres d'événements et attractions Québec qui sont dans le monde de l'événementiel sportif. Il y avait des gens des triathlons, des marathons, ainsi de suite. Puis, on se fera pas de cachette, là, c'est dur d'être positif présentement, parce que ça va pas tant bien là, dans les régions urbaines au Québec présentement. Ça fait que, écoute, on se donne la réunion du conseil d'administration d'événements Gaspésia est lundi prochain. Donc, le CA va prendre une décision lundi prochain avec les données publiques qui vont être disponibles à ce moment-là, puis on va l'annoncer la semaine prochaine. Mais tu sais, c'est sûr que si l'événement a lieu, là, ça va être extrêmement difficile de le livrer, parce que on organise un événement présentement en pleine pandémie. On s'entend que c'est pas tout le monde qui répond à nos invitations, là. D'ailleurs, je salue la gang de NAC là, qui sont embarqués comme partenaires avec nous sur la base de l'expérience du Challenge Gaspésia 100 NAC l'année passée, qui a été la meilleure limonade qui a été concoctée dans notre pandémie l'année passée avec les citrons qu'on nous a livrés. Là. Ça a été un succès extraordinaire. Mais c'est ça, il y a pas mal juste NAC là, qui a levé la main quand on a fait le tour des partenaires. Puis on apprécie beaucoup, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de partenaires autour de la table, donc ça fragilise pas mal un événement rentable. On est un OBNL, évidemment, on ne veut pas faire de l'argent, mais ça ne tente pas de payer de nos poches à la fin non plus. Ben non, alors, ça va être très difficile. C'est sûr que l'année passée, là, quand on a annulé l'année passée, on a dit aux gens, faites-vous-en pas, personne ne perd son argent avec nous, tout le monde est transféré. Je te dirais, là, pour 98% du monde, ça fait leur affaire. Ce qui compte pour les gens, c'est de ne pas perdre leurs sous. Évidemment, ils ne les perdent pas, mais nous, on en perd. Parce qu'on a payé 1 an de frais fixes avec ça. Ça fait que, mettons, cette année, là, pour organiser l'Ultra Trail, là, évidemment, j'ai les inscriptions de 2 ans, mais il me reste dans le compte à peu près 60% de l'argent parce que j'ai payé des frais fixes l'année passée. Fait que, ça va être difficile pour l'organisation. Opérationnellement parlant, comme organisation, c'est comme si on faisait un retour 3 ans en arrière dans nos capacités à cause de la pandémie. Fait que, nous, on va survivre. L'Ultra Trail, il va revenir après la pandémie, c'est sûr. Mais l'organisation va être fragile. Ça va être très, très difficile. Puis, on est chanceux. On n'a pas de... On est chanceux. On n'est pas chanceux. On n'a pas de permanence. Ouais, moi, je l'organise à bout de bras, comme ça. Événement Gaspésia me verse un petit honoraire mensuel. Mais je suis un super bénévole qui a un dédommagement, mettons. Puis,
c'est bien correct, c'est mon bébé. On ne me paye pas là, pour me lever la nuit pour aller m'occuper de bébé 3. C'est mon bébé. Fait que c'est la même chose avec l'Ultra Trail puis les événements gaspésiens. Donc, évidemment, cet état de fait-là fait que on n'est pas trop fragilisé parce qu'on n'a pas eu à mettre des personnes à pied. Mais inversement, comme on n'a pas de salariés, puis que tous les fonds de soutien COVID étaient basés sur les pertes de revenus et ou les dépenses liées au RH, nous, on était dans une craque parce qu'on n'a pas perdu de revenus, on a tout fait les mêmes revenus que d'habitude. Puis même, j'ai livré des états financiers à mon conseil d'administration avec un giga profit. Ben oui, pas de dépenses, pas de course. Ça fait que là, moi, je présente ces états financiers-là à des bailleurs de fonds, puis ils me disent, là, t'as pas besoin de notre argent? Je dis, non, tu comprends pas. Fait que c'est ça. Pour une petite organisation comme nous, là, ça va être ça, l'héritage de la COVID. Ça fait que, on va le traîner, d'après moi, pendant 2, 3 éditions, dépendamment du genre de croissance qu'on va connaître. Puis si les gens vont continuer de nous aimer, puis de venir nous voir après la COVID, parce qu'il y a plein de choses qui vont changer aussi, là. C'est sûr que si les frontières restent fermées, peut-être que des athlètes qui investissaient beaucoup de sous à l'étranger vont se dire, tant qu'à me payer un voyage à 1000$ à tel endroit, je vais en payer un en Gaspésie parce qu'on ne se fera pas de cachette, là. Venir en Gaspésie, c'est la destination internationale du Québec, là. Ben oui. Et ça coûte un brin plus cher venir à l'Ultra Trail Gaspésia 100 qu'aller au Québec Mega Trail. Puis pas parce qu'on charge plus cher, c'est parce que, faut mettre du gaz dans son auto, puis se loger, puis aller au resto, à l'épicerie. Fait que peut-être que ça va nous avantager au final, mais je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, malheureusement. Non, on pense à vous autres. Puis, moi, j'en ai parlé avec plein de... J'ai parlé avec Marlène, avec Jean de la réalité en COVID quand on organise des courses. J'ai surtout parlé à beaucoup de coureurs, de coureuses. Puis tout le monde a le même message de « c'est plate, nos courses sont annulées, mais nous, comme coureurs, on a un job facile, on peut continuer à courir, mais toujours rappeler qu'il faut avoir une pensée, puis il faut donner un coup de main à ces événements-là. Puis on espère qu'il y ait lieu, puis tout le monde tripe. Puis on en a parlé pendant 1h30 d'à quel point le Gaspésia, c'est un bel événement. J'ai comme pas de doute que les gens vont être au rendez-vous, que ce soit cette année ou l'an prochain, ou quand la COVID nous laissera se rendre à Percé. Mais c'est ça. On le sait que pour notre communauté, en ce moment, le coup dur de la COVID, il n'est pas du côté des coureurs, des coureuses qui n'ont pas de dossard à se mettre. Ça. Tout le monde peut s'en remettre de ça. C'est pour les organisateurs. Fait que on pense à vous autres. Tu sais, oui, c'est important les courses, mais tu sais, cet hiver, là, la Fédération québécoise d'athlétisme a lancé une initiative, là, Sauvons nos courses, tout ça. Tu sais, moi, là, évidemment, là, comme organisateur de courses, je trouve ça important, les courses, mais avant d'être un organisateur de course, j'étais un citoyen en pleine pandémie, tu sais. Puis je me disais, tu sais, moi, mon conseil d'administration, c'était pareil. Là, on se disait, tu sais, c'est pas un bon timing pour demander de l'argent au gouvernement pour sauver des courses, tu sais. Alors qu'il y en a des tout petits comme moi, il y en a des gros comme le Marathon de Montréal. Tu sais, c'est pas le même business pour tout le monde, tu sais. Oui, c'est important, les courses, mais là, on est en pandémie calvaire, tu sais. Puis là, ce qui est important, là, c'est de passer au travers, fait que notre système de santé, lui, là, il tienne le coup, là. Exact. C'est ça qui est important parce qu'il y a du monde qui travaille dans les hôpitaux présentement, là, qui sont à bout, tu sais. Fait que moi, je ne commencerai pas à militer pour sauver les courses à pied, là. Tu sais, oui, c'est important, mais quand la pandémie va être passée, bien, ça va recommencer à être important pour le monde. Mais tu sais, ce qui me rassure, par exemple, pour l'avenir, c'est que évidemment, là, le Challenge Gaspésia 100 NAC virtuel qu'on a fait l'année passée nous a fait connaître auprès de 3200 personnes qui, là, ont hâte de venir voir la vraie affaire qu'on fait. Puis, l'autre chose, puis c'est une surprise avec l'Ultra Trail Gaspésia 100, c'est que moi, je pensais qu'on allait créer... Mon objectif, quand j'ai créé cet événement-là, c'était de créer un événement de bucket list. Un événement là que les gens, il faut qu'ils fassent une fois dans leur vie, puis après ça, ils repartent. Puis ils en parlent aux autres, ils sont bien contents. Mais là, c'est devenu un rendez-vous pour bien des gens, là. Tu sais, la gang du Great Ghost Running Club organise un bus, puis là, il y a une gang du Club de Trail de Montréal qui viennent à chaque année depuis 3 ans. Moi, j'en reviens pas, là, à chaque année, quand je vois le nombre de personnes de Montréal, de Québec qui s'inscrivent, des noms que je connais. Je me dis, hey, wow, tu sais, ces gens-là se pètent 10, 11 heures de route, 9 heures pour venir faire ma course, tu sais. Ça me touche beaucoup, beaucoup parce que je pensais jamais créer un rendez-vous
comme les courses dans les grands centres le sont devenues. Tu sais, le Québec Mega Trail, c'est un rendez-vous dans la région de Québec, le Trail de la Clinique du coureur aussi. Mais il y a tellement de grosses communautés de coureurs à Québec, tu sais, c'est plus facile à créer. Ça fait que, tu sais, moi, je me considère hyper privilégié, tu sais, d'avoir un rendez-vous qui est sur le calendrier des gens. Là, je me dis, hey, c'est capoté, là. Il y a du monde qui demande des vacances en plein mois de juin, alors que l'école n'est même pas finie pour venir ici. Je fais, wow! Et, ça, c'est de l'art en barre. Ça fait que ça me rend quand même confiant par rapport à l'avenir, là. Ah ouais, puis ceux qui n'étaient pas encore convertis au Gaspésia, ben là, je pense qu'ils viennent de le devenir. Là. Je veux dire, t'écouter, en parler avec passion, ça vend l'événement avant même de le faire. Puis, comme tu dis, ça devient un rendez-vous. Moi, je prépare mon calendrier depuis 2 ans que le calendrier sac le camp, mais tu te dis, ouais, mi-juin, c'est percé, puis il y a quelque chose de le fun là. Puis, t'en parlais de NAC, tu leur as lancé des fleurs parce que NAC est partenaire du Gaspésia depuis l'année passée avec le Gaspésia sans NAC. NAC est aussi partenaire de Pas sorti du bois depuis les tout débuts. Fait que c'était comme l'occasion parfaite pour un petit concours. Fait qu'on va finir sur un petit quelque chose de bien le fun. Les gens aiment tout le temps ça. Puis j'aime ça le mettre en fin d'entrevue. Je le sais que les gens se rendent au bout, mais là, ça va en être une longue en plus, puis c'est parfait. Fait que ceux qui vont s'être rendus jusqu'ici, vous pourriez gagner 2 packs de performance. En fait, il y a 2 packs de performance NAC à faire tirer. Donc, ça inclut une boîte de 12 bars et un sac de poudre protéinée de 500 grammes. Donc, c'est vraiment un pack très le fun pour découvrir ceux qui ne connaissent pas ou juste parce qu'une boîte de bars, ça passe vite, là. Ben écoute, on ajoute là, dans chacun de tes packs un chèque cadeau de 50 $ d'événement Gaspésia. C'est bon, ça? C'est parfait. Écoutez, on a 2 packs. On va appeler ça le Super Pack Gaspésia sans NAC. Donc, une boîte de bar, une poudre protéinée, puis 50$ pour une course Gaspésia. Merci, Jean-François. Écoute, c'est une surprise. C'était même pas prévu, mais écoute, on ajoute ça. Fait que pour participer, Jean-François, tu vas nous donner un mot qui va servir d'indice. Puis là, tout le monde qui écoute, qui veut participer, vous allez m'écrire par messagerie privée sur les pages Facebook ou Instagram de Pas sorti du bois avant le vendredi 28 mai à 17h. Donc, c'est le moment qu'on fera le tirage. Vendredi 28 mai, 17h. On va faire tirer les 2 gagnants. Fait que pour participer, vous m'écrivez le mot que Jean-François va nous donner. Donc, Jean-François, tu as carte blanche. C'est quoi le mot que les gens doivent m'écrire pour participer? Écoutez, le seul mot qui me vient en tête, là, c'est le mot qu'on est le seul événement de course au Québec à mentionner dans la réunion d'avant-course. C'est table des marées. Table des marées, c'est vrai. Donc, la table des marées, l'heure des marées, c'est hyper important dans le cadre de l'Ultra Trail Gaspésia 100 parce que ça change tout dans la vitesse que les 3 premiers kilomètres des courses ultra vont se faire. Donc, c'est la question qu'on me pose le plus dans l'année. La marée va-t-elle être haute? La marée va-t-elle être basse? Je leur dis, ben, faut aller voir la table des marées. Puis ça, c'est avec les lunes. C'est disponible sur Internet. Table des marées, c'est le mot que je te propose, Yannick. J'adore ça. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez participer pour ce kit malade, le Super Pack NAC et Gaspésia, m'écrivez ça d'ici le 28 mai pour remporter donc table des marées. Merci en tout cas à toi, Jean-François. Merci à l'exceptionnel Nicolas Dan. Nicolas, c'est la meilleure personne pour être un ambassadeur de notre sport ou de NAC. Donc, merci à Nico qui a coordonné ce concours-là. Puis je vous rappelle qu'avec le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS sur le site nacbar.com, vous obtenez 15% de rabais tout le temps. Donc voilà. Merci Jean-Françoa, c'est cool. On va avoir un pack bonifié grâce à toi. Fait que même, je te propose, on regardera si ça fait d'une date. On pourrait même faire un tirage en Facebook Live, toi puis moi. Fait que le 28 mai, 17h, je fais tirer ça. Écrivez-moi Facebook, Instagram. Table des marées. Voilà. Donc moi, pour finir, Jean-François, j'ai toujours mes questions éclairs NAC, tant qu'elles sont NAC. 10 questions rapides à répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT, le Fastest Known Time féminin et overall, appartient à Marianne Hogan en 21 secondes. Côté masculin, c'est Maxime Fouquet qui a le FKT en 24 secondes. Donc, des temps extrêmement rapides. Très rapide. J'attrape mon chronomètre. Tu me dis quand tu es prêt, puis on se lance là-dedans. Go! Route ou trail? Ben, trail. Organiser ou participer à une course? Participer. Burger ou pizza? Pizza. Des plus ou des moins? Des plus. Question NAC, poudre protéinée ou barre protéinée? Protéiné. Pit caribou ou ovale? Ben, t'es chien! Pit caribou. Vélo ou course? Vélo. Course en autonomie ou avec support? Sport. Gérer ou se faire gérer? Gérer. Sucre ou casquette? Casquette. 27 secondes. C'est un excellent temps. Hey,
t'avais une question, là, illégale! C'est toujours ça, mon objectif. Pit Caribou ou Oval, plus tough que des plus ou des moins, là. C'est tous des excellents produits. J'ai dit Pit Caribou parce que, c'est quand même un autre des partenaires fidèles du Gaspésia 100. Je parlais tout à l'heure de NAC qui a répondu à l'appel cette année, mais Pit Caribou est là aussi cette année avec un super partenariat. La bière Pit Caribou est devenue hyper importante dans l'expérience de l'Ultra Trail Gaspésia 100, mais de tous les événements gaspésiens, en fait. Fait que, je ne pouvais pas passer à côté, mais c'est sûr que la bière de mon ami Benoît de Oval, là, qui, comme je te disais tantôt, est un des anciens fondateurs de Pit Caribou, c'est du gros calibre. Puis il faut savoir que l'autre cofondateur de Pit Caribou, Francis, vient de vendre Pit Caribou dans les dernières années, puis vient de fonder une autre microbrasserie ici à Percé qui s'appelle Brett et Sauvage. OK, je connaissais pas. Ils font des bières uniquement avec des levures sauvages. Écoute, c'est une autre affaire que tout le monde s'arrache les produits. Moi, je dis là à la blague aux touristes qui viennent ici au camp de base Gaspésie, je dis que j'habite la Silicon Valley du microbrassage. C'est ça que j'allais dire, c'est que ça vaut la peine de se rendre à Percé en Gaspésie pour les paysages, pour les chic-chocs, pour Gaspé, Percé. Mais au-delà de ça, c'est le monde. Genre, t'es le parfait exemple de ça. C'est le plein air, c'est le tourisme, mais c'est les microbrasseries. Écoute, c'est partie intégrante de la Gaspésie. Maintenant, c'est incroyable. Alors, on est très gâtés sur tous les points de vue ici. Voilà. Fait que là, si vous vous questionnez, est-ce que je m'en vais en Gaspésie faire le Gaspésia? Oui, c'est ça la réponse, tout le monde. Allez-y. Puis même, on n'a pas parlé, parce que là, on parlait des éléments qui font le Gaspésia unique, les lanternes rouges, les trails ultra brutales, la bouette, la plage, la table des marées, mais il y a aussi le départ dans la microbrasserie Pit Caribou. C'est quelle distance qui part chez Pit Caribou? 25 km. Le 25? Oui, ça, c'est assez drôle. On enferme les coureurs qui prennent le départ du 25 km dans l'entrepôt frigorifique de Pit Caribou. puis quand ils sont bien réchauffés, on ouvre la porte de garage, le départ est donné. Fait que ça, c'est un départ qui est assez spécial. Fait que, on a une couple de trucs comme ça. Je le mentionnais tantôt, là, les 3 principaux ravitaillements du parcours sont dans des bâtiments historiques hyper importants de la ville de Percé. Fait que, ça ajoute des petites touches le fun. C'est sûr que ça, on a été assez brillants pour y penser dès le départ. Tout est quand même pas des accidents, là, mais non, c'est ça, on a beaucoup de plaisir. Comme je le disais, là, ce qui compte pour nous, c'est vraiment de faire découvrir la Gaspésie. Le lunch d'après-course, c'est une saucisse artisanale locale avec des pains d'un boulanger local, une choucroute, de la choucroute tape, qui n'est pas parent avec moi, mais qui est un excellent produit. Fait que, bref, on a bien du plaisir à présenter notre Gaspésie 2.0 aux visiteurs. Puis, c'est le fun de voir qu'on a une bonne réponse jusqu'à maintenant. Puis, on espère continuer d'avoir une bonne réponse dans les années à venir. J'en doute pas. Un gros merci, Jean-François. C'était une discussion hyper intéressante, passionnante. C'est moi qui te remercie de l'invitation, Yannick. Vraiment, merci beaucoup. Moi, comme d'habitude, je finis en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Puis je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine, épisode 40, je ne vais pas vous nommer le nom de mon invité, mais je tiens quand même à laisser un petit indice parce que c'est quand même, moi, j'aime d'amour tous mes invités, mais c'est un petit coup de circuit personnel que j'étais content d'avoir réussi à avoir. Donc, c'est une coureuse de calibre, international x10. Elle a même déjà gagné l'UTMB. Je laisse ça, réfléchissez, faites vos recherches, puis vous me direz la semaine prochaine si vous savez. Mais avant de parler de l'épisode 40, on clôt l'épisode 39 sur une bonne note. Merci beaucoup, Jean-François. Tout le monde qui nous écoute, allez vous inscrire au Gaspésia, que ce soit cette année ou l'an prochain. Si vous aimez le trail, si vous aimez notre communauté de trail, si vous aimez les événements de trail ou de vélo, dans ce cas-ci, le Gaspésia, c'est un incontournable. Merci, Jean-François. Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.